Sans contrôle, le podcast 100% FC Nantes. Loco Pedros, Loco, c'est fabuleux! Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table, Ah ouais! David Filippo, Ouest France. Loïc Folio, Ouest France. Lo que tú sientes se llama obsesión. Pierre Arnaud Bar, Presse Océan. Des fans, Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Un podcast présenté par Simon Rongoat, It West. Salut les amis, salut Norman Bar. On y est, on vous l'avait promis, on y est, un sans contrôle enregistré en public au Orwin Bar, place du Bouffet, à Nantes. On est ravis d'être avec vous tous, supporters des Canaries, avec moi ce soir. Il est le nouveau souffre-douleur d'Antoine Comboiré, et ça va pas arranger sa parano bien vendéenne, David Filippo. Bonsoir tout le monde. Quand Nicolas Pallois se rate sur un match, comme ce fut le cas face à Monaco, Simon, je suis pas d'accord. le fan club dont il est le président perd des adhérents, Pierre Arnaud Bar. Salut tout le monde. Et j'espère qu'il y a des fans quand même de Nicolas Pallois qui sont là. Bien sûr. Il est jaune et vert par adoption, vert tout court surtout d'ailleurs, mais ça c'est clairement par masochisme. Loïc Folio. Salut. Je confirme. Et il nous avait promis qu'Alban Lafont allait retrouver le but nantais après l'intérim Karl Green. Il sent le foot comme personne, Jean-Marcel Boudard. Salut. Allez, salut à toi le fan des Canaries qui nous écoute. Toujours, évidemment. Le titre. Boys Don't Cry. Voilà, bien sûr. Chante pas David. C'est en anglais. Il y a du public pour faire le karaoké avec toi. Le point est pour Fab. Alors. Et Jean-Marcel. Non, Jean-Marcel Non, j'ai mon entretien annuel bientôt, c'est Jean-Marcel. C'est Jean-Marcel Ouais. D'accord, ok. Ce soir, ça compte pas, David. T'es pas en mode Ouest France. T'as beaucoup d'entretiens annuels quand même, David. C'est un Une fois petit- par an. C'est un petit clin d'œil, Boys Don't Cry, au lycée Appert, également à Orvaux, dont c'était la sonnerie à l'époque. Certains vont peut-être pleurer, Boys Don't Cry, en faisant le bilan de cette première partie de saison des Nantais. Ça va être le programme de cette 16e épisode, saison 6 de Sans Contrôle. Le FC Nantes est 15e de Ligue 1 à l'issue des matchs allés, juste au-dessus de la zone rouge. Les Canaries sont-ils à leur place? Quels enseignements après Monaco? Le Penant rayonnant, Castelletto en sentinelle, les boulettes de Lopez et Pallois et la blessure de Zézé. On parlera aussi du mercato, on est au mois de janvier, il bat son plein, qui va partir, qui pourrait arriver, vous saurez tout sur les coulisses des dossiers en cours. Et puis on demandera aussi quelle place sera laissée aux jeunes Canaries, je sais que ça tient particulièrement à cœur à chacun d'entre vous. Il y aura un mot sur les enjeux du match de Brest, rapidement, et puis sur Saint-Étienne surtout, qui arrive, match hyper important pour le maintien des Nantais. Et on terminera, comme promis, avec vous, supporters du Orwin Bar, échange au micro avec la salle. Vous préparez vos questions, certains ici ont déjà leurs réponses. Allez messieurs, quoi de mieux que le Orwin Bar pour parler d'un club en ruine, m'a dit un supporter tout à l'heure. C'est pas sympa, mais c'est vrai que c'était rigolo. Eh oh, faites pas la gueule, vous êtes contents quand même, non? Sans contrôle, L'actu des Canaries a une touche de balle. On est tout pile à la moitié de la saison et le FC Nantes est juste au-dessus de la zone rouge. Beyoncé. Survivor. Ouais. Destiny Child. Très bien. Loïc qui trouve Beyoncé. Beyoncé, c'est la seule que je connais. Il y a Beyoncé dedans. Il a vu les réponses, c'est pas possible. Non. Loïc qui trouve Beyoncé, non, parce que c'est pas Beyoncé, David. C'est pas Beyoncé. Non, c'est Destiny Child. Et Pab, Dommage. Pab est très très chaud ce soir. Bah, c'est mon domaine. C'est mon domaine. Le FC Nantes, comme son coach, sont pour l'instant des survivants en Ligue 1 avec un bilan après 17 matchs, de 3 victoires en 17 matchs. C'est vrai qu'on se pince, mais c'est ce qui s'est passé. 7 nuls, 7 défaites, 15e du classement, 16 points en 17 matchs. Les Nantais ont le même total que Saint-Étienne, mais évitent cette place de barragiste et donc la zone rouge grâce à une meilleure différence de but, moins 7 contre moins 21. Première question, Jean-Marcel, elle est pour toi. Le FC Nantes est-il à sa place avec cette 15e place du classement? Oui, parce qu'il n'y a pas eu de surprise dans le jeu pratiqué. On est dans la continuité de la saison passée au regard de l'effectif, au regard de l'entraîneur aussi.
Et puis il n'y a pas eu vraiment de match, je trouve, emballants qui m'ont marqué, sur lequel il y a eu, je sais pas, sur lequel il serait passé une chose, une flamme, une étincelle. On s'est plutôt quand même ennuyé dans ce début de saison. On y a cru au début, parce qu'on avait retrouvé une solidité. On s'est dit, à partir de cette base-là, on va pouvoir construire quelque chose. Et tout a fini par s'effriter, s'effilocher, notamment en septembre, avec les doubles revers et échecs contre Angers et Angers. Donc, il y a quand même eu 10 points. Il y a quand même eu 10 points très très rapidement finalement dans cette saison. Hein. Je me souviens, on commençait à dire que c'était le meilleur départ depuis le FC Nantes 94-95. Je crois que j'ai même mis la musique de la Ligue des Champions à la 4e journée. Pas loin. Donc c'est vrai que c'est parti assez fort, mais comme le dit, je suis plutôt d'accord avec Jean-Marcel pour une fois. Je trouve que dans le jeu, il n'y a pas de match référence finalement depuis le début de la saison. Il n'y a rien. Loïc, on a vécu un début de saison classique avec une équipe qui attend, et la petite crise de la fin de l'automne, le début d'hiver, c'est du FC Nantes classique. Ouais, moi je dirais plus globalement, en élargissant, on s'ennuie vraiment ferme depuis 2022. Il n'y a pas eu d'émotion depuis la Coupe d'Europe. Je trouve que les matchs s'enchaînent, se suivent et se ressemblent. Alors de temps en temps, il y a des petits pics comme ça. On l'a vu pendant 10-15 minutes contre l'OM notamment. On l'a vu un petit peu contre Monaco. Mais sinon, franchement, je trouve que c'est électroencéphalogramme plat du côté de la Beaujoire notamment. Pab. Non, mais c'est surtout que dès que tu as cru un moment que tu allais monter un petit peu au classement ou que tu allais au moins y rester, comme tu disais David, il y a eu un très bon début de saison. Et en fait, il y a eu les deux matchs pour moi qui sont un peu charnières, à Angers et contre Saint-Etienne, ouais. où en fait tu dois gagner ces deux matchs-là. Et en fait, si tu avais pris les points que tu aurais dû prendre face à ces adversaires, tu aurais été plus haut au classement. Aujourd'hui, ça aurait pu enclencher une dynamique. Ouais. En fait, le fait de ne pas avoir pris ces points-là fait que derrière, tu as mis une sorte de routine un peu moche, et ça a fait où tu es aujourd'hui. Sauf que Angers et Saint-Etienne ne doivent pas te faire oublier le match cataclysmique, par exemple, face au Havre. Tu perds 2-0 chez toi. Celui-là, c'est le pire. C'est le pire. Une équipe fantôme. Après, ce qui est dingue, c'est que Nantes a 16 points donc à mi-parcours. Si vous multipliez par 2, ça fait 32. Oui, bravo. Et 32 points, ça peut presque suffire pour le maintien. C'est dire le niveau de cette Ligue 1. Vous avez peut-être deux clubs qui sont déjà quasiment... enfin, au moins un qui est éliminé avec 9 points. Montpellier, c'est compliqué pour eux. Quand même très très compliqué. Et le Havre qui me semble vraiment en mauvaise posture. Donc, si Nantes refait... la même type de parcours avec 2 ou 3 points en plus, ouais. Il pourra avoir 35 points. L'année dernière, ils se sont maintenus, les Canaries, avec 33 ou 34 points. Enfin, si on s'arrête maintenant, tu te sauves à la différence de but. Ça veut dire que tu vas flipper comme d'habitude jusqu'à la dernière journée. C'est ce que Franck adore. Donc ouais, c'est vrai. Nous, un petit peu moins. Justement, petit pronostic, là, puisqu'on est à mi-saison, les amis. Nantes se maintient ou pas? On va faire dans l'ordre. Jean-Marcel, maintien ou pas? Et tu t'en sors pas avec une pirouette? Ouais, 14e, 38 points. Ah oui, c'est très précis. Vous avez vu, sur Lafont, il se trompe jamais. C'est toi qui avais dit Lafont allait regarder. C'est ça. Moi je dirais barragiste, histoire qu'on se fasse peur jusqu'au bout. Voilà, barragiste. Loïc? Non, tu vas végéter, tu vas terminer à la 15e place. Pareil, 15e, 14-15. Ah, voilà. Moi, la même chose. Il y a vraiment plus faible. Maintien in extremis du FC Nantes pour moi aussi. Il y a beaucoup plus faible. On a deux plus faibles. En fait, pour l'instant. Pour l'instant. Mais en fait, le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu as fait un bon début. Tu prends 7 ou 9 points sur le mois d'août. Et en fait, derrière, depuis, tu gagnes très peu de matchs. Et moi, ce qui m'embête, c'est que les adversaires directs ont mal débuté, comme Angers, par exemple. Et en fait, Angers, aujourd'hui, ils jouent pas forcément bien, mais ils prennent des points et ils gagnent des matchs. On va regarder la série actuelle des Canaries pour se donner un petit peu de baume au cœur. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, une victoire, 3 nuls et une seule défaite, finalement, face à des gros, d'ailleurs. C'était le cas du Football Club de Nantes à Paris, face à Lille ou contre Monaco. Écoutez Johan Le Penant, il dit que quelque chose s'est passé sur les dernières rencontres. On est en mode guerrier. C'est vrai qu'à Paris, voilà, on s'était dit, on ne fait pas figuration. Il faut qu'on soit aussi une équipe, une vraie équipe, qu'on se batte chacun pour les autres. Et je pense que depuis ça, on montre un bon visage, que ce soit Lille ou Monaco aussi. Il faut qu'on reste avec ce visage de guerrier et qu'on se batte jusqu'à la fin parce que chaque point est important. C'est la mentalité qui a changé. C'est pas pareil, même à l'entraînement où c'est plus des guerriers, on est plus dedans, on a un peu plus de coups. Je pense qu'on a un peu basculé dans le mode un peu maintien. Chaque point est important. Je pense que c'est ça qui va nous faire avancer. C'est ça qui va nous faire avancer, ce mode guerrier. On revit une nouvelle fois l'histoire des joueurs guerriers. Comboiré a compris, il a enfin motivé ses troupes. Il a raison, Le Penant, de dire ça, Jean-Marcel. Il a raison, moi j'avais souligné dans un podcast précédent, c'est que depuis Paris, il y a eu un vrai déclic. Alors on n'était pas d'accord sur la physionomie du match par rapport à vous. Devant la télé, vous étiez ennuyé ferme, mais en tous les cas, après la débâcle contre le Havre, il y avait eu une vraie révolte des joueurs. Moi, je trouve que ça avait changé. On les avait sentis très marqués la semaine qui avait précédé cette rencontre au Parc,
où clairement ça pouvait être la fin de tout. Et d'ailleurs, au bout d'1-0, au bout de 2 minutes de jeu, 1 minute 50, on pouvait craindre le pire. Et c'est une équipe qui n'a pas lâché à ce moment-là. C'est une équipe, j'ai revu, il y a 7 joueurs qui avaient fini à plus de 11 km courus. Et il y a ce match-là opéré comme un déclic. Alors forcément, d'où elle vient, il faut être un peu patient, mais elle est quand même sur une dynamique positive. C'est Jean-Charles Castelletto qui l'avait souligné, où sur les 5 matchs, il n'y a qu'une défaite. Seulement, ça a été contre que des équipes de Ligue des Champions. Donc ça a été beaucoup de matchs nuls. Mais en tous les cas, elle a pris des points. Le vrai choc et le vrai tournant, ça sera contre Saint-Etienne dimanche. Et parce que je trouve qu'elle a en plus non seulement progressé en termes de solidité, elle a progressé dans le jeu contre Monaco, même si c'était un faible Monaco vendredi à la Beaujoire. Et elle a progressé aussi sur le plan mental. Et reste à confirmer contre Saint-Etienne. Je ne sais pas si c'est une équipe par exemple qui pourra éventuellement. Les gens partent, Jean-Marcel, il faut stopper là. Oui, c'est un petit peu long, Jean-Marcel. On va parler. Moi, je suis là pour 2 heures, donc j'en ai rien à faire. On va parler. On m'a dit que j'avais le temps, on m'a dit que c'était sympa, on m'a dit que j'étais chez moi. Alors, en plus, je suis un peu dans mon quartier, donc. On me fait signe, Jean-Marcel, qu'on va parler de Saint-Etienne tout à l'heure, comme tu le sais d'ailleurs. Non, mais il dit jamais le programme avant. Non, voilà, c'est le problème. Mais Saint-Etienne, c'est vrai que ce sera un révélateur important pour les Canaries. Juste pour conclure sur cette première partie de saison, on va retenir aussi, c'est vrai qu'il y a cette belle série, mais qu'on n'a pas envie, c'est mon avis en tout cas, de voir ce FC Nantes en permanence arc-bouté sur sa défense, avec un 4-5-1 et 2 ou 3 joueurs. Vous l'avez oublié, je vous rappelle qu'on dit qu'on s'est ennuyé ferme à la Beaujoire depuis 2022, je suis d'accord avec Loïc, mais il y a eu une parenthèse qui n'a pas été enchantée, mais qui a laissé prendre des choses, mais qu'on n'a pas laissé durer, c'est celle de Pierre Aristouille. Et ensuite, comme c'est une équipe, on a une direction qui panique à chaque fois qu'elle voit le classement. Une victoire, 1 point, le coach est sauvé. Une défaite, un nul. Il est en danger. Il est en danger, tout est menacé. Donc comme on vit en fonction des résultats, forcément, il n'y a pas de stabilité. Mais il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas non plus de sérénité à la Genelière. En tous les cas, on essaye d'en créer une, mais il n'y en a pas une dans les bureaux parisiens. Et forcément, ça arrive à ce qu'on soit sur un encéphalogramme plat depuis novembre l'année dernière, alors qu'on devait être sur une année sereine, je rappelle. Pour le coup, c'est vrai qu'à l'époque Aristouille, on le répète, mais on a vu des séquences et on a vu du jeu et des choses qui nous ont plu à l'époque. Pab. C'est surtout ça, je trouve, qui interpelle sur la première partie de saison, c'est ce qu'on disait sur Pierre Aristouille, même si tu n'avais pas forcément les résultats, tu voyais que tu avais une équipe qui était capable de ressortir le ballon, qui avait des schémas de passe qui étaient préparés, des joueurs qui savaient se trouver, qui savaient ressortir le ballon sous pression. Et avec Antoine Combaré, on a du mal à voir ça, parce qu'il y a très peu de possession de balle. On a une équipe qui subit énormément et qui joue en contre. On voit très bien, vous regardez tous les matchs, c'est beaucoup on passe en défense centrale ou au milieu et on jette loin devant pour Ablin ou Moses Simon. Et c'est pas une équipe construite. Alors j'ai vu, pour pondérer un petit peu ça, j'ai vu contre Monaco vendredi dernier quelques séquences où il y avait des sorties de balles intéressantes et du jeu, un peu de jeu collectif. D'ailleurs, on l'a vu sur les buts. Les buts sont un peu collectifs et pour une fois, c'est pas un exploit personnel. Et tout ne vient pas de Moses Simon, puisque c'est Sorba Thomas qui a délivré 2 passes décisives. Ouais, Loïc, un mot, puis on avance. On était en train de faire référence au dernier match plutôt sympa qu'on a vu des Canaries. Il ne faut pas oublier que c'était contre des équipes effectivement qui avaient un pédigré Ligue des Champions, qui avaient la possession de balle, et on sait que Nantes n'est pas voué à avoir le ballon et à créer le danger pendant un match. C'est une équipe qui subit énormément, qui joue dans sa moitié de terrain et qui se projette rapidement. C'est aussi, on attend de voir le FC Nantes prendre du galon face à des équipes de son championnat. Mais c'est une équipe, tu le dis Loïc, c'est une équipe qui n'a pas réussi à faire le jeu quand elle a eu la balle. Et en fait, le problème, c'est le match du Havre. Parce que face au Havre, tu as 70% de possession de balle et tu n'as rien réussi à en faire et tu perds 2-0. Et ce match-là, l'impression contre Monaco, en fait, tu traînes ce match-là comme un boulet depuis le début de la saison. Tu as 30% de possession. Peut-être parce que tu n'as pas l'habitude d'avoir le ballon et peut-être qu'à l'entraînement, tu ne travailles pas spécifiquement les séquences de possession de ballon et de domination, mais plutôt les séquences où tu vas subir. Après, tu prends Saint-Etienne, pendant tu as réussi la plupart du match à le faire. Tu mènes 2-0, c'est juste qu'à un moment, tu lâches complètement mentalement et tu prends 2 buts. Et ce match-là te fait dégoupiller, je trouve, dans le jeu. Allez messieurs, on va faire un zoom sur l'état de forme de quelques joueurs nantais à travers leurs prestations à Monaco notamment. On va commencer par du positif. Johan Le Penant, il est la bonne surprise côté nantais de cette première partie de saison. Il a encore été rayonnant face à Monaco, on l'écoute. J'essaye de faire de mon mieux, peu importe le dispositif. Les consignes du coach, j'essaye de les respecter au maximum et d'aider au maximum l'équipe. J'ai un peu du mal sur le retour de ma blessure, pas au top physiquement, mais dès cette semaine, je me suis senti mieux déjà. Puis ce soir, je me suis senti mieux aussi physiquement, techniquement. Donc il faut que je continue et on verra la suite.
Johan Le Penant, David, on en voudrait 3 ou 4 sur le terrain avec l'enthousiasme, l'allant qu'il apporte. C'est une des grosses satisfactions de ce début de saison. On sait que c'est un joueur qui a été recruté l'été dernier. On sait qu'en termes de mercato, on en parlera tout à l'heure, il n'y a souvent pas de grande réussite, mais c'est vrai que ce joueur est très intéressant. Je trouve que techniquement, il est un cran au-dessus beaucoup de joueurs à Nantes. Ouais. Le Penant ? Comme disait Reynald Nouex, parfois, même le pire est incertain. Et au FC Nantes, avec le FC Kita, on n'est pas à l'abri d'un bon recrutement. C'est un Lyonnais, Loïc C'est un Canet, surtout. Hein. Il est prêté par Lyon, quand même, Loïc. Avec Le Penant, on en a quand même l'illustration. C'est avant tout, et Simon, tu pourras pas dire le contraire, c'est avant tout un joueur intelligent dans ses déplacements. Il voit avant de recevoir, et ça facilite les choses. Non, mais c'est le genre de joueur qu'on aime bien à Nantes. Forcément, il s'intègre bien. C'est un joueur qui a du ballon. C'est un joueur, comme tu dis, Loïc, qui est intelligent. C'est un joueur qui est très généreux aussi. Il court énormément. C'est le joueur, je crois, qui fait le plus de pressing vers l'adversaire en Ligue 1. Et on l'a vu contre Monaco. Le gars, il a 3 poumons, quoi. Il court partout. Il est très généreux. En plus, il n'est pas toujours efficace devant le but, mais il a quand même marqué quelques buts importants. Voilà, c'est le genre de joueur qu'on a envie de voir au stade. Après Nicolas Palois. Il sera nantais la saison prochaine, puisque je crois qu'il faut un nombre de matchs pour que l'option d'achat soit levée. Alors David, je t'arrête tout de suite. Il pourrait être nantais la saison prochaine. Oui, alors on va mettre un conditionnel. C'est le FC Nantes. C'est conditionné à un maintien, évidemment. Oui, conditionné à un maintien. Si le maintien n'est pas là... C'est logique, j'ai dit tout à l'heure que Nantes allait se maintenir. On s'intéresse maintenant à une trouvaille d'Antoine Comboiré, ce choix de Comboiré de mettre en sentinelle Jean-Charles Castelletto face à Monaco. Est-ce que vous avez trouvé ça réussi, ce poste de numéro 6 de Castelletto ? Est-ce que c'est une bonne idée à reproduire ? Écoutez Comboiré. Vous n'avez pas cru à ça, non ? Très fort dans le duel, il arrive à bien lire les trajectoires de balles, il sait couper les trajectoires de passe. Dans le duel aérien, il est costaud, il fait mal, il fait peur, il ratisse beaucoup de ballons. C'est un poste qu'il peut occuper. C'est une possibilité, après il faut que j'ai des défenseurs centraux aussi, parce qu'ils auront aussi beaucoup de services derrière. Mais il se plaît, pour avoir discuté avec lui, échangé, quand il était en sélection du Cameroun, il a occupé ce poste-là. Je vous le dis tout de suite, je suis assez partagé sur Castelletto en 6, parce que c'est vrai qu'on a vu un homme s'imposer de par sa capacité physique à ce poste-là. Mais c'est pas quelqu'un qui va produire du jeu. Il n'a pas la qualité de relance. C'est pas ce que lui demande Comboiré, Simon. Donc c'est un destructeur de jeu, entre guillemets. Il le fait très bien. De plus, même pas en fait. Si vous regardez, non, parce qu'on n'a pas vu le même match. On n'était pas d'accord sur la lecture de ce match-là. Moi, je trouve que ça illustre aussi la façon de ce FC Nantes-là de se satisfaire de peu, en fait. C'est-à-dire qu'on est content que Jean-Charles Castelletto, évidemment, défenseur central, a tenu à peu près la baraque. Et c'est sûr qu'il n'a pas fait une Djebama en tenant ce poste-là, ce qui en dit beaucoup sur le niveau de Djebama pour mettre Jean-Charles Castelletto directement en sentinelle. Mais on l'a senti, alors sur les premières relances, autant il a joué simple, il le dit lui-même, lorsque j'étais embêté, j'ai joué sur le côté, donc déjà ça ne facilite pas le jeu vers l'avant. Et ensuite, il a gagné très très peu de duels. Je crois qu'il a un ballon récupéré quand ses acolytes du milieu en ont 7 ou 8. Ce qu'il s'est contenté de faire, par contre, c'est de combler les espaces et d'occuper les zones. Et d'ailleurs, il a dit lui-même qu'il a eu du mal à se situer. Et on le sentait aussi. Il y avait tellement de joueurs autour de lui qu'il ne savait pas à qui aller chercher. Et qu'il a quand même, il lui a fallu à peu près 30% d'adaptation, enfin 30 premières minutes d'adaptation. Il a manqué de repères, il a manqué de repères, oui, sur la... Et oui, je trouve qu'il s'en est bien sorti. L'examen de passage, j'ai réussi au regard de la transformation que ça demande pour lui. Et en même temps, ça dit pas mal de choses de ce FC de Nantes-là qui manque un peu d'ambition, notamment dans la construction. Je suis pas sûr que le joueur, lui, s'y retrouve. Vu sa réaction quand on en a parlé vendredi soir. Vous l'avez trouvé emballé par ce positionnement. Il a dit pourquoi pas. En plus, il a dit que dans une défense à 3, il adorait ça parce qu'il permettait de se projeter, qu'il adore jouer avec le ballon. Il aime bien être balle au pied, mais si, je pense qu'il aime ce poste-là. Il nous a dit qu'il avait déjà été à ce poste-là en sélection avec le Cameroun et que c'est quelque chose qui pouvait lui plaire mais qu'il manquait de repères sur ses premières minutes. C'est pour ça que je vous pose la question, Loïc, de la propension de Comboiré à le reproduire. Mais non, justement, quand tu mets Castelletto, alors c'était aussi un choix par défaut parce qu'on rappelle que Chirivella était absent. Mais ça veut dire aussi que dans la construction, tu seras davantage en difficulté parce que même si Antoine Comboiré nous dit qu'il a un bon pied, dans la relance, c'est quand même pas Pedro Chirivella et Jean-Marcel l'a souligné. Effectivement, quand il était ennuyé, on s'est regardé au début de match, on disait effectivement il a du mal à se situer, etc. Et il choisit évidemment la solution de facilité, en tout cas la plus sécurisante, c'est de jouer latéralement ou en retrait. Il n'est pas le seul, Loïc. Comme fait Chirivella, non, mais il n'est pas le seul dans l'équipe qui prend des
qui prend des risques, il y en a assez peu au final. L'ancien Pedro Chirivella, parfois, Oui, mais arrivait à le faire. ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Simon, ce Pedro Chirivella là. Il est capable de le faire quand il est titulaire. Il va moins le faire, mais je trouve qu'il le fait plus qu'un Jean-Charles Castelletto à ce poste-là. Et ça, c'est lié aussi au recrutement du FC Nantes et au profil qu'on peut recruter. Si on veut jouer avec une sentinelle, elle n'est pas obligée d'être physique et athlétique. Johan Le Penant démontre par son gabarit qu'il peut capable d'harceler, d'être fort dans le pressing. Il suffit d'être bien placé, d'être un peu, de jaillir bien dans les pieds. On en et surtout parlera. de techniquement être à droit avec le ballon. On en parlera tout à l'heure, mais en tous les cas, pour reprendre ton expression favorite, en tous les cas, le club cherche une sentinelle, cherche un milieu assez costaud au milieu. Et le mercato, il y en avait un enfant du club qui était disponible en juin et apparemment ça les a pas intéressés. On va en parler des jeunes. Est-ce que tu peux Imran Louza par exemple. Ah oui. Est-ce que tu peux garder le micro, Jean-Marcel, s'il te plaît? Voilà, je te remercie. Ça me fait plaisir, je savais que vous voulez me laisser. Pab n'a pas de micro, on va parler de l'erreur de Nicolas Pallois, ça m'arrange, sur la réduction de l'écart. Et puis la sortie manquée d'Anthony Lopez sur l'égalisation. Lequel des deux a fait la plus grosse boulette dans cette rencontre-là? Est-ce que c'est l'intervention ratée de Pallois? Pour moi, c'est Nicolas Pallois. En fait, c'est dur. Non, c'est un scandale. Non, mais attends, je prends le micro de Loïc. Tu peux pas dire ça, Jean-Marcel. Je suis toujours d'accord avec toi, mais là, c'est pas possible. Vas-y, Jean-Marcel. D'un point de vue spectaculaire, c'est évidemment Anthony Lopez parce qu'elle est grosse, mais en même temps, celle qui pour moi, c'est Nicolas Pallois parce qu'elle change complètement la physionomie du match. Il permet à Monaco de revenir très très vite dans le match. Et d'ailleurs, Antoine Camboire était plus sévère en conférence de presse en zone mixte avec Nicolas Pallois, son défenseur central, qu'avec. Parce que toi, tu bois les paroles d'Antoine Camboire alors qu'il fait de la com. Il parlait de Zézé quand il parle du défenseur central qui aurait pu intervenir sur le corner. Je pense qu'il parle de Zézé. Il parle de Zézé. Oui. Non, il n'y a pas corner, c'est Mbolo qui. Non, mais quand tu parles de l'erreur tu parles bien de Pallois. Non, je te parle de l'erreur de Pallois. Mais vous parlez pas de la même chose. On écoutera tout à l'heure Antoine Camboire parler du corner. Ça va, David, t'es toujours là? Ça va, toujours. Ok. Pour finir sur Nicolas Pallois, pour moi c'est de la com. C'est-à-dire que Camboire, il vient de faire venir Lopez, il est censé être bien meilleur que Lafont à apporter de la sérénité. Il se craque au deuxième match, boulette, égalisation, ça coûte peut-être 2 points. Donc il le protège en faisant ça, Jean-Marcel, tout simplement. Il y a quand même Lopez, il faut reconnaître sa classe. Il est venu s'exprimer au micro pour parler de son erreur. Il a dit que voilà, il a pas fait le. On va en parler. Juste, on termine sur Pallois. Non mais Pallois, vous savez ce que j'en pense. Après. Il a fait une erreur. On veut bien savoir, vas-y. Non, vas-y, sur ce match, il s'est fait bouger par Mbolo et ça coûte la réduction de l'écart. Il s'est fait bouger sur une action. Oui, c'est le cas, je vais pas dire le contraire. Après, il a quand même été bon à côté. Vous oubliez son sauvetage sur la ligne qui aurait pu donner la victoire à Monaco. Et je trouve qu'en première période, il a été très serein, très bon. Après, le problème, c'est que il est quand même âgé maintenant. Et le problème, c'est qu'il est tout le temps en anticipation. J'essaie de le défendre vraiment Max. Et tout le temps dans l'anticipation. Et en fait, il y a un moment, il se fait prendre. Et là, Mbolo a bien joué le coup. Il a fait le pas en avant, Nico Pallois. Mbolo est parti dans le dos. Et on sait que la vitesse, quand ça part dans le dos, c'est pas là où il est meilleur. Enfin, sauf qu'on a il y a vraiment des fans de Pallois ici ou pas? Levez le doigt. Oh là là. Bien sûr, il y a du monde. Merci. Je vous donnerai le formulaire, évidemment, et mon RIB pour que vous adhériez. Ça n'empêche pas d'être lucide. Hein. Et en l'occurrence. Mais je suis lucide. Et je vais pas dire le contraire. Il a fait une erreur. Après. Tu prends son erreur et tu dis il a été nul. À côté de ça, il fait un bon match. Au-delà du but sur lequel il est impliqué, c'est aussi dans l'utilisation du ballon qu'il a été plus en difficulté. Tu l'attends pas en numéro 10, Loïc? Je l'attends pas en numéro 10, mais souvent dans ses sorties de balle, il prend moins de risques. Mais t'as vu ce moment où il fait un crochet là face à tous les attaquants? Il est comme ça, hop, le crochet un peu long, il tombe, il obtient une faute. J'ai l'impression qu'il parle de Maradona. Rends le micro et rends l'argent, Pab. Et rends le micro d'abord. On parle d'Anthony Lopez maintenant, les amis. On va tous être d'accord, je pense. De cette boulette. Objectivement, c'est catastrophique. Cette sortie ratée. Lui, en tout cas, contrairement à Alban Lafont, pendant des semaines, il est venu assumer dans la foulée cette sortie ratée. Ouais, je suis frustré parce que ma course est pas bonne et je sais que c'est dans des moments comme ça où les 7 mois sans compétition ont manqué. Mais voilà, je me fais pas de soucis, il valait mieux que ça arrive maintenant. C'est dommage parce qu'on aurait pu prendre les 3 points. Mais voilà, je sais que c'est sur ça qu'il va falloir peaufiner des petits détails. Mais ça m'a pas empêché d'aller chercher le dernier corner et de pas douter tout simplement. Je fais un bon match jusque-là, malheureusement à notre poste, dès qu'on fait une erreur, ça se pécache. Je dois pas douter parce qu'on compte sur moi et je compte sur moi-même aussi. Donc voilà. Il compte sur lui-même, c'est déjà une bonne chose. Est-ce que Loïc Folio, le Stéphanois, compte sur Anthony Lopez? Tu veux en dire un mot? Avec un maillot des Verts non plus. La prestation d'Anthony Lopez met-elle le doute sur la bonne idée d'avoir fait venir le gardien lyonnais à l'intersaison, Loïc? La question, c'est est-ce que Anthony Lopez est au-dessus des 3 gardiens, Lafont, Karlgren et Barbet? Je pense que la réponse est oui. Oui. Ah, ça fait quand plaisir. même. On peut applaudir là, non? Peut-être.
Il y a unanimité sur le sujet. C'est un couac, c'est un premier couac pour Anthony Lopez. C'est pas grave. On passe à autre chose. Je termine juste, c'est qu'au-delà de ses qualités de gardien, il peut peut-être aussi apporter une sorte de leadership dans un vestiaire qui n'est pas non plus marqué par des fortes personnalités. Ça, il le fait, hein, on nous l'a dit. Assez rapidement, il a pris la parole dans le vestiaire. C'est quelqu'un qui a un nombre considérable de matchs en Ligue 1, donc il a endossé ce costume hein, tout de suite. Au-delà de la prise de parole, d'ailleurs, il suggère lui-même, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est-à-dire qu'il dit « Oui, je me suis trouvé sur la sortie aérienne, mais 10 minutes plus tard, il y a un corner assez chaud, j'y suis allé. » Et j'ai pas eu peur et je l'ai sorti. Donc il rappelle que malgré il a une capacité à vite se remettre dans le match. Et c'est un peu aussi ce qui a manqué à ce FC Nantes là depuis plusieurs mois et on le pointe souvent, c'est l'absence de personnalité avec une équipe qui, lorsqu'il y a un vent contraire, elle a tendance à plier directement. Et puis je trouve qu'il a un jeu au pied qui est quand même assez rassurant. Gentil, hein. Ses premiers ballons sont complètement savonnés. Hein. Ouais, mais enfin je le trouve plus à l'aise que son prédécesseur quand même. Balle au pied. Dans le jeu au pied, je trouve quand même c'est plus rassurant. C'est pas très compliqué. Oui, c'est pas très compliqué, mais c'est plus rassurant. Mais il faut pas oublier qu'il sort quand même de 7 mois sans jouer. C'est un gardien, il a besoin de repères. Il a pas eu de compétition, de match pendant 7 mois. C'est long. On l'a vu de toute façon quand on était à Lille avec David. C'est son premier quart d'heure jusqu'à ce qu'il intervienne dans les pieds de Benjamin André dans les 6 mètres où là il fait une sortie à la Lopez, ce qu'on attend de lui avec énergie dans les pieds. Jusque là il était un petit peu en difficulté et il a besoin d'intervention, je pense référent. Je pense que les arrêts qu'il a fait quand même vendredi face à Monaco, ça l'a aidé. Et moi je pense que c'est quelqu'un qui est quand même professionnel et qui va monter en puissance. Professionnel. On attend quand même tous sa première sortie, les genoux en avant quand même. En même temps, je me méfie toujours quand il y a un joueur qui arrive. David a tendance à le survendre et c'est lui que vous avez vendu quand même Lamine Diack pour le futur N'Golo Kanté. Donc je l'avais écrit, mais on 20 minutes pour le premier tag de Jean-Marcel sur David. Donc on avait tendance. C'est pour ça que je suis assez sceptique. Tu veux parler de Jean-Kévin Augustin? Je me méfie du jeu. Et Jean-Kévin Augustin, sa deuxième partie de saison, t'en penses quoi? Il avait fait une finale de Coupe d'Europe. Non, c'est mort. Non, c'est mort. Indéfendable. Bon, on s'est craqué sur Augustin. J'étais avec toi en plus, donc. Juste sur Lopez, tu parlais de sa sortie kamikaze. Moi, j'attends le moment où un attaquant va partir en profondeur. Alors pour ça, il faudrait que Nantes joue un peu haut. Oui, ça arrivera pas. On est le cul sur la défense. Voilà. Mais imaginons que Nantes soit un peu haut, se fasse prendre en contre-attaque et qu'il y ait un ballon en profondeur. J'attends le moment où il y aura Lopez et Palois en dernier rempart pour le découper. Tiens, en parlant de dernier rempart, on va terminer avec un dernier joueur, c'est Nathan Zézé, issu du centre de formation. Avant de prendre des nouvelles de sa santé avec le docteur Filippo, on va écouter Antoine Comboiré nous parler de cette sortie ratée de Lopez et, comme tu le disais David, d'un petit mot sur Zézé qui aurait dû être là à la retombée du ballon. Anto, il se loupe sur la sortie, mais on peut mieux défendre. Le défenseur qui est au duel, il peut gagner le duel de la tête. Il y a plein de petites erreurs qui ont des conséquences graves, mais bon. Voilà, donc ça permet Dès qu'il peut en mettre une aux jeunes. Voilà. Est-ce que ça aurait été Castelletto ou Nicolas Palois sur la façon dont Palois se déchire sur N'Golo, je n'ose imaginer. Donnez-moi un micro, bordel, c'est pas possible, tu dis n'importe quoi. Bon, Pab. Non mais souvenez-vous de Duverne à Brest, sa première période, elle est cataclysmique, et je crois qu'il nous dit à la fin du match, ah oui, ça avait pas été si mal que ça. Mais c'est de la com. Alors là, il a tellement été mauvais Duverne sur cette mi-temps-là qu'il le protège, c'est logique. Pour moi, c'est logique. Ce qui est bien, c'est qu'il aura une deuxième chance demain soir. La blessure de Zézé, docteur Filippo, on a eu des nouvelles dans Ouest France hier. Oui, tout le monde. Hein. C'est grave. Hein. Ouais. Oui, fracture de la malléole, pardon. Et il y en a pour minimum 3 mois, 3 à 4 mois. 3-4 mois d'absence. C'est un vrai souci. Ça veut dire dans la terminée. La saison est terminée. Pas loin. Non. Avril. Après, il y a retour à la compétition. C'est un coup dur pour le FC Nantes d'une part. Enfin, c'est un coup dur pour lui, pour le joueur d'abord. Parce qu'en plus il avait des vraies ambitions avec l'équipe de France Espoir. Il a ces dernières années, il a eu une relation un peu compliquée avec la sélection. Il était revenu là alors qu'il est vraiment surclassé. Il avait des vraies ambitions. C'est une difficulté aussi pour le club dans la perspective de le vendre, puisque c'est le joueur qui est le plus bankable du FC Nantes. Là aujourd'hui, avec 4 mois sans jouer, sans apparition avec les Espoirs, je suis pas sûr que les 15 millions d'euros qu'on a refusés, enfin que le club a refusé en tous les cas, parce que c'était pas moi, à l'Inter Milan, en Italie, il risque pas de les regretter l'été prochain. Il n'y a pas que l'Inter, il y a plein de gros clubs européens qui s'intéressent à Nathan Zézé. C'est un coup dur aussi pour le présent, puisque dans la rotation, on a vu justement le match à Brest en décembre, qu'on pouvait retirer Nathan Zézé, on mettait Jean-Kévin Duverne, c'était quand même pas mieux, c'était même beaucoup plus insuffisant.
Et que derrière, on n'est pas à l'abri de... qu'on connaît aussi la qualité de recrutement du FC Nantes, de recruter un défenseur central qui soit pas mieux que de remplacer Nathan pour les 4 prochains mois. Est-ce que c'était un tunnel? Parce que Pape s'est endormi. Non, mais Pape il s'endort toujours dès qu'on parle pas de Nicolas Palois. C'était intéressant, c'était très intéressant. On va poursuivre sur le mercato, puisqu'on est en plein marché des transferts, et que c'est l'un des moments préférés des supporters et d'Equita. Loïc Folio, Ouest France. Simon Rongoat, It West. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Pierre Arnaud Bar, Presse Océan. David Filippo, Ouest France. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. On plonge dans les coulisses du moment préféré de Valdemar, le mercato. Dalida, Salama. Salama, je crois quoi. Mais oui. On sent le mec qui fréquente les campings en fait, en Vendée. Ah oui, t'as raison. On remercie Hélène Hamon, il faut toujours une musique de camping pour que David marque un point. Félicitations David. Salama, il y a Salama. Ouais. Petit clin d'œil, évidemment, à Amine Salama, l'attaquant de Reims, voulu par Comboiré. Il est passé par Angers aussi, mais qui ne viendra pas. Ça a mis un petit bazar en interne. On va commencer avec ce dossier-là, puisqu'il est tout frais. Parmi les arrivées potentielles, la vraie fausse arrivée de Salama, qu'est-ce qui s'est passé? C'était, comme tu l'as dit, c'était la priorité d'Antoine Comboiré devant. Ça avait été validé par la cellule de recrutement, c'est-à-dire Baptiste Drouet, le responsable de la cellule de recrutement. Et il n'y a pas eu unanimité en interne sur ce dossier. Et Valdemar Kita a mis son veto, si j'ai bien compris, samedi en fin de journée. Ouais, c'est Valdemar qui a dit non. Alors que le joueur était attendu dimanche à Nantes. Et grosse colère, je peux vous le dire, grosse colère d'Antoine Comboiré hier matin, lundi matin. Comboiré, t'as du mal hein. Comboiré, pardon. Et il écorche mon nom aussi d'ailleurs, donc quand il dit Filippo. Donc voilà. Et donc voilà, le dossier est tombé à l'eau. Et je pense qu'Antoine Comboiré comptait sur lui. Pourquoi pas dès le match de Coupe de France mercredi contre Brest. On reparlera peut-être du mercato tout à l'heure avec les supporters, mais pour certains qui m'ont envoyé des messages, on a discuté de ça, se sont renseignés à Reims, à Angers. Salama, ça faisait pas rêver. Hein. Donc on a presque envie d'être d'accord avec Valdemar sur ce coup-là, sur le profil de l'attaquant, c'est statistique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en tout début de mercato et à part Anthony Lopez qui était déjà contacté sur cet été, le premier gros dossier, en fait on a une friction et on a ce qui s'est passé sur le changement de coach. Parce que moi je trouve que ça ravive en tous les cas la frontière et le creuset entre le papa et le fils. Entre Valdemar et Franck Kita. Exactement. Et on est capable de passer derrière de Salama à Ikoné, deux joueurs complètement différents, qui n'ont pas du tout le même pédigré. Ouais. Et qui ne sont pas non plus dans la même dynamique. Le FC Nantes d'Equita, c'est comme si tu voulais recruter aujourd'hui Peter Crouch et que tu te retrouvais avec Loïc Amis en termes de gabarit et de profil. Et grand écart là. On est un peu là-dedans quand même, non? Ce sont des opportunités de marché, Loïc. C'est comme ça qu'on dit. Ah, j'avais pas la sémantique. On n'est pas sur un grand projet de développement de jeu avec des profils types de joueurs pour occuper des postes. David Filippo nous vend en boîte de nuit aussi en déplacement les opportunités de marché. On voit le résultat. Il est capable ça de n'a rien à voir. Antoine Comboiré veut un milieu et un attaquant. C'est sa priorité, on l'écoute. L'idéal, c'est d'avoir un milieu de terrain, un attaquant. Voilà, c'est ce que j'attends, moi, au moins. À quel poste le FC Nantes va se renforcer vraiment sur ces deux postes-là, David? Oui, un milieu, je disais tout à l'heure, ils veulent un milieu de terrain un peu dans le style Matazzo. Bon, ce dossier, je pense que si ça se fait, ça sera en toute fin de mercato. Mais c'est compliqué parce que Monaco veut une vente. Donc ça se fera pas. Et ok, merci Jean-Marcel. Donc c'est pas la peine qu'on en parle alors. Bah si, ça sera peut-être, il a dit que ça se ferait pas. Ah oui, ok. Je te laisse... Et il cherche en défense centrale. Et pas que depuis la blessure de Nathan Zézé, manifestement. Oui, mais ça va forcément renforcer leur conviction. Ça va accélérer leur recherche. Et ils cherchent devant un ou deux attaquants. Donc on est sur 3 ou 4 joueurs, comme l'a dit Antoine Comboiré. Et je pense qu'il y a beaucoup de dossiers qui vont comme dans beaucoup de clubs, qui vont se décanter en toute fin de mercato. Pab, on a vu passer Onana aussi comme nom. Vraiment, on cherche tous azimuts. Ouais, le problème c'est que pour l'instant les noms qui sortent, surtout ceux qui sont sortis hier avec Ikoné notamment, c'est des dossiers qui sont très compliqués pour Nantes. Le joueur veut pas forcément ce club-là et en fait pour l'instant il y a rien qui bouge et ça bouge assez peu finalement dans les autres clubs. Et c'est vrai que quand on voit Salama, forcément ça fait pas rêver quand tu regardes ses stats. C'est Reims qui est une équipe qui marche pas, qui est juste devant Nantes et il a mis aucun but. Enfin, voilà, un joueur qui joue pas à Reims, je vois pas pourquoi le recruter. Anecdote Coquelin, David, qui a failli venir aussi.
Oui, effectivement, Coquelin qui ne joue pas depuis 6 mois, a été contacté en fin de semaine par le FC Nantes. Et en fait, il s'est blessé, il s'entraîne tout seul, hein, il a pas de club. Et il s'est blessé tout seul, il était attendu samedi matin à la Jonelière. Il devait faire des tests physiques et Comboiré était prêt à le faire jouer assez rapidement, sauf qu'il s'est blessé tout seul vendredi matin, je crois. Et il a annoncé au FC Nantes et à Comboiré vendredi qu'il ne viendrait plus. Mais le dossier s'est refroidi, comme l'a écrit l'équipe, mais n'est peut-être pas totalement refermé. Ils doivent normalement reprendre contact dans une dizaine de jours. Devant, le Football Club de Nantes recherche un ailier, même si Sorba Thomas, pour le coup, a été bon pour une fois, j'ai envie de dire, en délivrant 2 passes décisives sur un match. Donc un ailier. Le pendant de Moses Simon, ce serait formidable pour les Canaries. Et peut-être encore un autre offensif. Ouais, 2 joueurs, peut-être 2 attaquants, un ailier droit donc pour être la doublure de Sorba Thomas et peut-être un avant-centre. Alors à suivre évidemment le dossier Mostafa Mohamed, même si pour l'instant il n'y a pas beaucoup de ça se bouscule pas pour l'Égyptien. Le problème aussi pour Nantes, c'est que tu as perdu des gars. Hein. Ganago est parti aux États-Unis. Tino Kadewere est blessé au quadri depuis un bon moment et le problème c'est qu'il devait revenir. Là, après la trêve, il devait revenir. En fait, il s'est répété lors d'un entraînement avec la réserve. Donc ça fait un attaquant en moins. Comme tu dis, il y a aussi Mostafa Mohamed qui a un dossier qui reste en suspens. Et du coup, Antoine Comboiré manque aussi de solutions devant. Tiens, à propos de Sorba Thomas, après le début de saison, la première partie de saison très très décevante, c'est le moindre mot pour le dire. Je pensais que Comboiré allait lâcher Sorba Thomas. Il fait un bon match contre Monaco et Aka nous dit ça. J'ai toujours dit que je voulais le garder. Il n'a jamais été question, si vous avez vu les noms que j'avais cités là, il n'a jamais été question donc, de départ. Puis surtout lui, il a dit, coach, moi je suis nantais et j'ai envie de rester nantais jusqu'au bout. Quoi. Bon. Mais c'est vrai qu'on parlait de période d'adaptation, pour lui c'était compliqué. Hein. Une nouvelle façon de jouer, on en a parlé tous les deux. Lui c'est une machine à centrer. Et là-bas, surtout en 2e division anglaise, vous mettez les ballons sur les côtés et puis il y a des grands et puis ils mettent des ballons à lui. Et nous on n'a pas ça, nous on joue en contre, on joue dans les espaces réduits, il faut combiner, il faut qu'il continue. C'est intéressant ce que nous dit Comboiré. Il nous dit que le FC Nantes a recruté une machine à centrer, donc c'était pas le profil initialement voulu, ou en tout cas on ne l'a pas utilisé jusqu'à maintenant avec ses qualités, Sorba Thomas. Ça s'est vu dès le début de saison. Sorba Thomas, quand il est arrivé, il faisait que des centres. Et après, dès qu'il contrôlait le ballon, il avait du mal à enchaîner, il se le faisait piquer. C'est vrai que son début de saison, il est très décevant et je le trouvais vraiment très stéréotypé. Là, moi je reste quand même très mesuré sur lui. Hein. Il a fait un match intéressant, il fait 2 passes D. Hein. Loïc, on peut pas être déçu puisqu'on s'attendait à rien en fait. Il arrive il jouait pas en première ligue, donc ça peut être qu'une bonne surprise et pour l'instant c'est la Championship. Championship, tout à fait, ouais. En seconde division. En seconde division, quoi. Et pour l'instant, c'est un joueur moyen dans un effectif médiocre. Quelle place va laisser le FC Nantes aux jeunes ? Le mercato, à chaque fois, c'est l'occasion de promouvoir un jeune et de se dire, au lieu de boucher et prendre un numéro 2, un numéro 3 dans l'effectif, on pourrait laisser sa chance à un jeune, David. Quand on voit qu'il cherche absolument en défense centrale, encore plus depuis la blessure de Zézé, on se dit que c'est Doucouré, c'est ça, en charnière, le jeune ? Non, mais c'est pas ça. En fait, c'est toujours le drame, c'est le mercato. Au FC Nantes, on avait Junior Diaz qu'on a laissé partir cet été. On avait Yanis Mbemba éventuellement qui venait du centre, qui aurait très bien pu. Sauf qu'il y avait trop de défenseurs centraux en réserve. Donc, comme ils jouaient pas en équipe première, on les a laissés partir. Et aujourd'hui, on se retrouve un peu dépourvu à ce poste-là parce qu'on a un blessé. Je rappelle quand même que normalement, on a Jean-Kévin Duverne, qui est censé faire la maille aussi, qui est censé rentrer dans la rotation. Mais apparemment, on lui fait pas assez confiance. Censé faire des mailles, il tricote beaucoup. Donc, on va recruter quelqu'un. Alors, j'espère qu'il sera meilleur que Doucouré, à qui il va payer la place. C'est Doucouré et qui pourra. Oui, parce que aujourd'hui, c'est le jeune, en tous les cas, qui a fait un groupe en début de saison, qui pourrait prétendre, qui vient du PSG, qui pourrait prétendre à intégrer. Et donc, pour poursuivre, si en plus il cherche au milieu du terrain un milieu défensif, ça veut dire que ça va boucher encore un peu plus Louis Leroux, par exemple. Pour Louis Leroux. Non, mais voilà. Mais mercato ou pas, de toute façon, les jeunes ont très peu de chance. Finalement, on a eu une apparition ou deux de Louis Leroux. Il a notamment fait une bonne entrée à Montpellier en tout début de saison. Mais c'était sur 10 minutes, un quart d'heure. Et après, il joue pas. Il fait même moins de groupes aujourd'hui. Et en fait, du coup, les joueurs n'ont pas de chance. Guirassy, il fait un très bon début de saison. Il marque 2 buts en 4 tirs. Et depuis, il a un peu plus de mal. En Coupe de France, il y a plus de difficultés. Bah oui, et en fait, le problème, c'est que les joueurs ne jouent pas, donc ils ont plus de mal à l'entraînement. Et du coup, ils ne jouent pas. Et le problème d'Antoine Comboiré, c'est qu'il met toujours des joueurs chevronnés
Parce qu'il se dit que pour jouer le maintien, il faut des joueurs d'expérience. Et on revit la même expérience nous-mêmes. Alors justement, Louis Leroux, il fait rentrer Gébamin contre Monaco vendredi soir. Oui. Il fait une prestation cataclysmique. Donc, j'entends FC Nantes, la pression, le maintien. Est-ce que Adi Houter à Monaco a la pression ou pas? Oui, par rapport à la Ligue des Champions. Il fait rentrer Lucas Michal à 28 minutes de la fin. Le gamin, il a 19 ans. Et il a joué une demi-heure. Le coach Monégas lui a fait confiance. On ne va pas dire que Hutter a moins de pression que Comboiré. C'est pas vrai. Un nul à Nantes, c'est une mauvaise performance pour l'AS Monaco. Il y avait des absents, effectivement. Il y avait beaucoup d'absents à l'AS Monaco. Mais n'empêche qu'il a fait confiance à Nantes, même quand tu as des absents, tu ne fais pas jouer les jeunes. C'est Leroux. C'est vraiment le joueur que j'aimerais voir, en tout cas, gagner du temps de jeu des 3 entre Tabibou, c'est un grand classique. C'est aussi plus simple en termes de management d'écarter des jeunes plutôt que des joueurs comme Mollet, comme Gébamin, qui ont de l'expérience. Ils sont écartés quand même, quoi qu'il arrive aujourd'hui. Ouais, mais enfin, ils sont sur le banc, ils sont pas hors du groupe. C'est ce que je veux dire. Voilà, donc c'est plus simple de mettre les jeunes hors du groupe que des joueurs comme Mollet et Gébamin, c'est tout. C'est clair. Pour terminer sur les jeunes, Leroux, c'est le profil parmi ces jeunes-là qui pourrait s'imposer le plus facilement dans les jeunes qui sont proposés à Nantes. En tout cas, c'est celui qu'on a envie de revoir. C'est un profil qui correspond exactement, comme le disait Pape tout à l'heure, à ce qu'apprécie le public nantais, qui est un joueur actif, qui semble courir aussi intelligemment, qui a du ballon, qui peut gagner encore en volume, mais qui est intéressant à ce niveau-là. Et les supporters, les suiveurs, on aura la patience pour laisser grandir ces jeunes-là. Ça a toujours été le cas. Et s'il fait une boulette, c'est pas grave. Palois a fait une boulette à Lens, Palois a fait une boulette. Alors je m'acharne pas sur Nicolas Palois, il a fait beaucoup de bonnes choses, mais dès qu'un jeune se craque Palois une n'est fois... pas jeune. Palois a 37 ans. T'as raison. D'accord. Mais dès qu'un jeune se craque une fois, on lui tombe dessus. Zézé, on lui a laissé quelque part la chance, parce que depuis le début de la saison, il n'a pas non plus une assurance totale. Il a parfois été un petit peu friable. Et il continue de jouer quand même pour gagner en expérience. En fait, un jeune, il a besoin de jouer. Et typiquement, Louis Leroux, je pense qu'au milieu de terrain, je pense pas qu'un Louis Leroux aujourd'hui soit vraiment en dessous qu'un Gébamin, vu ce que Gébamin montre. Le problème, c'est que Gébamin, c'est un joueur recruté par Antoine Comboiré, et qu'Antoine Comboiré a envie de le faire jouer. Allez messieurs, on avance et on termine cette première partie du podcast sur les enjeux du match à Brest en Coupe de France. Un mot rapide parce que vous nous écoutez peut-être d'ailleurs après cette rencontre-là. Et puis le match décisif, le tournant de la saison, l'un des 10 tournants de la saison à Saint-Etienne en Ligue 1. Loïc Folio, Ouest France. Simon Rongoat, It West. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Pierre Arnaud Bar, Presse Océan. David Filippo, Ouest France. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Le Stade Brestois en coupe et la SSE en Ligue 1. Farmer. Non, qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est du son It West là. Non, c'est de la promo It West, je suis pas d'accord. Ah oui, c'est sur It West, bien sûr. Ça ressemble à des Imagine Dragons. J'ai vu, je dis pas, c'est Indochine. Ah oui, c'est Indochine, bien sûr. Bien sûr, Jean-Marcel, c'est Indochine. Le chant signe. T'as la feuille de Simon sous les yeux. Mais j'ai dit, je l'ai vu. Ah oui, il a triché. Oh là là. C'est pas vrai. Pourtant, alors, c'est ta cam, ça, Jean-Marcel. Pour tout vous dire, j'ai interdit David d'être à côté de moi parce que c'est un tricheur, tout le monde le sait. Et je découvre que Jean-Marcel aussi. Ils sont bien à West, c'est toi qui m'as sondé, toi qui m'as poussé à le dire, sinon je voulais pas le faire. Il va falloir qu'il soit fort, plus fort encore, comme le chante Indochine, les Nantais entre Brest et Saint-Etienne cette semaine. C'est collecteur déjà. Un mot sur le match de Coupe de France. Quel enjeu? Franchement, pas grand-chose. Qualification. Ouais, mais alors, avec une équipe remodelée, la volonté de ne pas blesser les joueurs, parce que le plus important de la semaine, c'est Saint-Etienne, on est d'accord. Mais Simon, pour qui, en fait, il y a le moins d'enjeux? Parce que quand tu vois que Brest joue aussi son maintien en Ligue 1 et joue surtout la Ligue des Champions avec une qualification en Ligue des Champions, qui a aussi une multitude de blessés, tu peux dire que s'il y a une équipe qui va lâcher le match, c'est peut-être plus Brest que Nantes. Brest, ils vont faire tourner. De toute façon, Eric Roy l'a dit, il est à court d'effectifs et il veut recruter. Saint-Etienne, ce week-end... Allez Loïc, vas-y. C'est bon, quoi. Tu connais très très bien les Verts, tu suis la plupart de leurs rencontres. Cette équipe de Saint-Etienne est reboostée. Alors dans le chaudron, il faut le dire, il y aura les 2 copes en moins. Voilà, comme d'habitude, notamment face au FC Nantes, Jean-Marcel fera le déplacement sans voir ce que c'est une vraie ambiance dans le chaudron, puisque les copes sont vides. Comme ça arrive souvent avec la LFP, la Ligue. La dernière fois que je suis allé, c'était en 2018 ça arrive à Nantes, et c'est la première de Colomboigny. C'est à cause des fumigènes, j'imagine. Exactement. Il y a eu 3-4 bougies d'allumées. On parle des fumigènes ou pas? 400. Vous voulez qu'on en parle tout à l'heure, bien sûr. On pourra en parler tout à l'heure, David, avec plaisir.
Il y aura sûrement débat. Loïc, Eric Horneland, le nouveau coach de Saint-Etienne, semble avoir impulsé une nouvelle dynamique chez les Verts. Ça va recruter aussi durant ce mois de janvier, mais les Nantais les jouent là, les Stéphanois, ils sont mieux. Ils ont perdu que d'un but à Paris, ils ont tenu la dragée haute au Paris Saint-Germain sur une partie de la rencontre. Ils ont fait mieux que Nantes, en tout cas pas en termes de résultats, mais en termes de contenu face au Paris Saint-Germain. Et c'est la différence, c'est qu'effectivement depuis l'arrivée de Eric Horneland, alors il n'y a que 2 matchs, mais on voit une équipe avec les mêmes joueurs, hein. C'est un peu comme le FC Nantes en fait, hein. Il n'y a pas eu de changement là pour l'instant radical. Ah si, à Nantes, Comboiré a remplacé Comboiré, il y a eu un changement. J'avais oublié, exact. Mais c'est une équipe beaucoup plus agressive, qui met beaucoup plus d'intensité, de course à haute intensité, qui joue plus haut, en revanche qui laisse des boulevards derrière. Saint-Etienne, c'est la 2e pire défense de Ligue 1, 37 buts concédés, c'est plus de 2 buts par Tu veux dire que c'est une équipe qui va avoir le ballon et c'est une équipe qui n'a marqué que 16 buts. Moins d'un but par match. Pour l'instant, c'est une équipe qui est condamnée. En revanche, je pense que dans l'état d'esprit, elle aussi a retrouvé un second souffle. Et c'est peut-être, comme dit Pab, une équipe qui aura davantage le ballon face au FC Nantes, ce qui peut plaire aux Canaries. Les Nantais vont pas essayer de jouer à Saint-Etienne. En tout cas, c'est pas le synthé, je pense, qu'on a vu à la Beaujoire en match aller. Pab, cette propension du FC Nantes à défendre, encore et toujours, c'est difficile quand on suit les matchs. T'es dur, Simon, parce que Antoine Comboiré l'a bien montré. Il a dit « Je ne veux plus jouer avec une défense à 5 ». Donc il met une défense à 4 avec Jean-Charles Castelletto juste devant. Avec un milieu à 5. Donc voilà. C'est ça. Et à Lille, il a effectivement mis une défense à 4, mais avec 5 mecs devant, juste devant, pour bien défendre. Donc en fait, effectivement, c'est pas une défense à 5, mais à 10. Et oui, c'est difficile à voir, mais le problème, c'est qu'on ne voit pas une équipe capable aujourd'hui de faire du jeu parce qu'elle n'en a jamais fait. Et c'est ce qu'on disait en tout début d'émission, c'est une équipe qui n'a pas de schéma de passe aujourd'hui, qui n'a pas de construction, de jeu collectif. Même si, pour pondérer un tout petit peu, je trouve que les buts face à Monaco, c'était au moins des buts collectifs. Les amis, on va passer à notre dernière partie, les échanges avec tous les supporters qui sont présents dans la salle au Ruin Bar, place du Bouffet à Nantes, avec Arnaud et son micro à chef. Vous levez la main et on échange ensemble sur l'actualité des Canaries. Vous vous présentez juste avant, vous nous dites d'où vous venez. Et c'est parti, bonsoir. Sylvain, bonjour, de Salut, la Sylvain. banlieue nantaise. Bravo déjà, après un premier préambule, bravo pour votre podcast depuis 5 ans déjà. C'est toujours un régal de vous écouter débriefer avec pertinence et bonne humeur les matchs, malheureusement dans le contexte qu'on connaît depuis quelques années du FC Nantes. Ça nous met un peu de baume au cœur, ou ça fait un peu thérapie de groupe, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est un peu une thérapie de groupe depuis 5 ans. Ça dure un peu comme thérapie quand même. Hein. Ouais, on aimerait bien que ça change. Alors, je poserai peut-être ça va mieux quand même un peu ou Là, ce soir, je suis en pleine forme. Bah voilà. Deuxième préambule, pour rebondir ce qu'a souligné très justement Pierre Pab tout à l'heure, Nicolas Pallois n'a pas loupé son match. Je vous rappelle que c'est grâce à sa science du placement qu'il s'est retrouvé sur la ligne derrière Lopez et qu'il a sauvé la baraque. Ta deuxième adhésion sera à 20%. Tu l'as payé combien? Et c'est lui qui gratte le ballon sur notre deuxième but. C'est lui qui va au milieu de terrain gratter le ballon sur le numéro 7 monégasque et qui lance l'action sur le côté. Très bien. Quelle est votre question, monsieur? Alors ma question, elle porte évidemment sur le mercato. On sait les tragiques comédies des années passées sur les recrutements abracadabrantesques, entre guillemets, qui venaient d'on ne sait où, y compris directement du président qui sortait quelqu'un du chapeau. Hudson le Brésilien, par exemple. Voilà. On se souvient de ça, le pauvre Pierre Aristouille, qu'on embrasse et qu'on regrette tous, j'imagine, sans problème. Alors David disait tout à l'heure que Salama avait été... un choix de Comboiré. d'Antoine Comboiré. Il a dit Comboiré. Mais qu'il avait été validé par la cellule de recrutement. Alors ma question, c'est la cellule de recrutement. Parce qu'on a Baptiste Drouet, qui paraît-il est quelqu'un de bien, je ne le connais pas, mais qui est très efficace. Je voulais savoir quel est le rôle exact de cette cellule de recrutement au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'elle a de l'influence? Est-ce que c'est elle qui propose des choses? Ou est-ce qu'elle est bypassée soit par Antoine Comboiré, soit par encore la direction qui, bien souvent, décide finalement, au bout d'un certain temps, en mode panique, d'avoir le dernier mot au détriment de la logique et du bon sens. Alors je voulais savoir si, déjà, est-ce qu'il est tout seul ou pas, parce que je crois Ils sont deux.
Il y a une autre, ils étaient 3, ils étaient lui et 2 autres personnes. Il y a quelques mois encore, ils ne sont plus que 2. Lui et une autre du côté de Toulouse ou de Lille, je ne sais plus. Voilà, mais c'est Baptiste Drouet, le chef entre guillemets, de cette cellule de recrutement. Chief Scout. On va essayer de répondre un peu tous à ta question sur l'organisation. Voilà, il propose des joueurs, il profile des joueurs, il propose des joueurs, mais on lui propose aussi des joueurs, on lui demande d'étudier des joueurs qu'il n'a pas choisi. Sert de filtre aussi. Qu'il n'a pas choisi lui-même. Choisi par la direction, hein, voilà. Et donc voilà, ça se passe un petit peu comme ça. C'est pas le grand Manitou du recrutement, et on le suit aveuglément au FC Nantes. On l'a dit tout à l'heure. Il y a le père, il y a le fils, et il y a Baptiste Drouet. Il n'y a pas le Saint-Esprit. On va tous croiser les droits et allumer des cierges pour le mercato. Parce que c'est vrai que par exemple, il sert un peu de filtre parce que Valdemar Kita, on lui propose en période de mercato à peu près 86 joueurs par jour, et donc il sert aussi à ça, Baptiste Drouet. Après, le souci qu'il peut rencontrer à Nantes, c'est que souvent il est dépendant des moyens financiers, forcément, du FC Nantes. Et également, avec Antoine Comboiré, comme c'était un peu le cas avec un Jocelyn Gourvenec, les entraîneurs aiment bien avoir des joueurs qu'ils connaissent et des joueurs qui connaissent la Ligue 1. Exemple, Gébamin, alors qu'il connaît pour le coup pas la Ligue 1, mais c'était l'homme de Comboiré dans le recrutement du mercato. Gébamin, il était sur une liste de milieu de terrain, il était 10, 12e peut-être. Et en début de mercato, il est proposé à Comboiré, et Comboiré dit non, j'en veux pas. Et finalement, en fin de mercato, il lui manque un milieu de terrain. Et il se dit, voilà, il reste peu de temps, je le connais, je l'ai eu sous mes ordres, eh ben je le prends. Et là, il relance ce dossier et ça se fait. Mais effectivement, il était dans la liste au départ. Ouais. Et il y a une vraie lutte d'influence en coulisses entre les différents acteurs pour imposer leur choix. Ce qui est sûr, c'est que c'est Comboiré qui, là pour le coup, depuis qu'il est là, c'est lui qui décide vraiment des joueurs. Ça marche pas sur Salama, ce que tu dis. Et ça ne marche. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est une petite exception, une petite entorse. Et là, Valdemar Kita a mis son veto, d'où la colère, enfin, en tout cas, le mécontentement de Comboiré lundi matin. On va dire merci Valdemar pour cette fois-ci, mais je ne pensais pas que j'aurais le courage de le dire une fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Levez la main. Et l'excellent Arnaud Agoyer qui gambade. Bon, bonsoir messieurs. Bonsoir. Je m'appelle Bruno, donc je suis nantais. Et d'abord, merci pour cette soirée de psychothérapie collective. Voilà, exactement. Vous avez l'art, avec humour, de dire certaines vérités. Bon, j'apprécie. Non, moi, je voudrais intervenir. Alors, c'est quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Il y a une chose qui m'étonne quand même parmi vous, messieurs les journalistes, c'est que, en fait, nous avons donc 2 grands clubs à Nantes. Et là, je vais parler donc du patrimoine sportif de la ville de Nantes. D'abord, je suis footeux. Je ne suis pas handballeur. Mais je constate qu'il y a donc 2 grands clubs. Je m'en suis exprimé d'ailleurs auprès de M. Pelletier il y a à peu près 3 ans. Et je lui avais dit, écoutez, moi je suis sidéré de voir la progression de votre club, tant au niveau de la structure, au niveau des résultats, au niveau de la formation, au niveau de l'implication des joueurs, bref, en un mot, de vos performances. Et c'était il y a 3 ans. Quand on constate maintenant le HBCN, les résultats qu'il a, où là effectivement vous avez de nombreux spectateurs qui y vont, qui bien sûr ne manquent pas de faire le parallèle avec nous, les footeux de la Beaujoire. Deuxièmement, moi j'ai eu l'occasion de voir 2 matchs, là, c'est absolument extraordinaire. Mais quand on voit le HBCN, là, les résultats qu'ils ont, l'accumulation des résultats au niveau national, au niveau international, et que cette année, peut-être, ils vont être champions de France, et je fais le parallèle avec le Football Club de Nantes. D'ailleurs, j'ai envoyé un mail à M. Kita, je n'ai pas eu de réponse, mais c'est pas grave, parce que sur le fond... Il est très occupé. Non, mais M. Kita, je l'apprécie, mais ça, c'est un autre problème. Quelle est votre question? Alors, la question, c'est pourquoi n'y a-t-il pas une forme de, je ne dis pas de mutualisation, mais de contact entre le HBCN et le FC Nantes? Parce qu'en fait, ce sont 2 sports tout à fait différents, mais l'approche sportive, la volonté, l'organisation, l'implication, quel que soit le sport, que ce soit le foot, le handball, le rugby, c'est exactement le même. Et puis pour terminer, parce que je ne veux pas accaparer la parole, je suis d'origine italienne, je vais parler des années 1960, où vous avez un homme extraordinaire qui s'appelait Massimo Moratti, qui était le président de l'Inter de Milan. Vous connaissez l'Inter de Milan, les résultats, l'accumulation. Et à la même année, à Milan, il y avait un très grand club qui s'appelait le Cimental de Milan, en basket. Et il a eu l'idée géniale de mutualiser, enfin, pas de mutualiser, mais de prendre contact avec le Cimental et de voir qu'est-ce qui fonctionnait au Cimental et qui ne fonctionnait pas à l'Inter. Oui. Chaque structure est restée indépendante.
avec les résultats qu'on a eus. Donc Mais la question que je pose, vous souhaitez serais... que Valdemar Kita s'inspire de mais Pelletier ou Pelletier de Kita? Non, je ne veux pas que Kita s'inspire de Pelletier. Ce que je veux, c'est que M. Kita essaye de voir pourquoi est-ce qu'on a un club qui performe dans un sport différent alors qu'il ne semble pas le faire. Bon, je vais faire monter Jean-Marcel sur le ring, Bruno. Jean-Marcel. Non, mais le problème, vous l'avez souligné, c'est Valdemar Kita. Alors déjà, il y a eu une tentative de club omnisport en France, c'est autour du PSG dans les années 90 et ça a échoué. C'est franchement pas une culture qu'on a en France. Après, la deuxième chose, pour que ça se fasse, il faut que les deux aient un intérêt et des choses communes. Je vois franchement pas le H aujourd'hui aller se mettre dans le bourbier du FC Nantes. Le H n'a pas besoin du FC Nantes. Le H existe tout seul. Comme vous l'avez souligné, et ça dit des choses du FC Nantes, c'est le FC Nantes qui aurait besoin de prendre des choses sur le H. Et donc ce qui est un vrai problème aujourd'hui, c'est pour le FC Nantes, à savoir qu'il n'a pas un leadership, il n'a pas construit quelque chose sur l'ensemble. Paradoxalement, on l'a souligné dans divers papiers ici, mais il n'y a pas que nous, y compris la presse nationale. C'est vrai que le H est peut-être plus représentatif aujourd'hui de la culture nantaise, et d'ailleurs et transmet, ou en tous les cas a récupéré la transmission que ce qui se pouvait se faire autour du FC Nantes. C'est le H qui le fait, ou qu'on retrouve au H aujourd'hui plus fortement. Ouais, je voudrais juste conclure en disant qu'au HBC Nantes, aujourd'hui, il y a simplement des compétences qu'il n'y a pas au FC Nantes. Alors, Excusez-moi, M. Folliot, après, je m'en suis exprimé auprès de votre fils que j'ai rencontré Place Royale. Oh là là. On va tout savoir. Et qui m'a dit que vous étiez son papa. Voilà. Et vous, je confirme que je suis le père de mon fils. Ouais. Et ouais, vous pourrez lui parler de moi. Je vais être nul grattoire pendant 30 minutes. Voilà, sur le stand. Je vous propose d'aller boire un coup après l'émission ensemble. On va poursuivre les questions. Au fond, là-bas, Arnaud, il y a des candidats pour parler handball, si vous voulez, mais plutôt football. Bonsoir, ma question va être très rapide. Merci pour votre podcast. Ma question, c'est de savoir, on sait que depuis longtemps, Valdemar Kita, il a quand même son mot à dire sur les joueurs, les choix des joueurs, etc., même sur le terrain. Et ma question, c'est de savoir aujourd'hui, quand on regarde tous les mêmes matchs, donc on voit bien les joueurs qui sont en forme et les joueurs qui sont en méforme, on le voit tous, on est à peu près d'accord sur la plupart des joueurs. La question, c'est de savoir si aujourd'hui, Antoine Kombouaré, est-ce qu'il a vraiment la 100% de ses choix qui sont vraiment ses choix à lui, ou est-ce qu'il a encore une influence de Kita parfois sur peut-être des points, on va dire, par exemple, pour vendre un joueur, il faut le faire jouer, etc. Est-ce qu'il y a une influence derrière aujourd'hui de Kita ou de la direction sur les choix sur le terrain des joueurs, en gros? Alors Antoine Kombouaré, tu lui dis pas quoi faire, en fait. Antoine Kombouaré, c'est lui qui décide. Et son principe, on peut discuter ses choix tactiques, ses choix de joueurs, tout ça. Antoine Kombouaré, c'est le chef du vestiaire. Donc c'est lui qui décide qui fait jouer ou pas. Et Valdemar Kita n'a pas son mot à dire là-dedans, non. Alors je vais mettre un tout petit bémol à ce que dit Pab, c'est que je suis d'accord avec ça, mais Antoine Kombouaré, il est tout sauf bête, et quand il sait qu'un joueur a été recruté ou à les faveurs du président, il le sait, c'est tout. Oui, parce que c'est un joueur qu'il a lui-même recruté. Par exemple, j'ai Bamin. Il le fait rentrer en fin de match parce que c'est un de ses recrutements. Il a envie de montrer qu'il a pris ce joueur et qu'il vaut la peine d'être vu, alors que c'est pas le cas. Mais typiquement, c'est ce qu'on a pu avoir le problème qu'on a pu avoir la saison dernière avec Pierre Aristouille, qui avait peut-être pas le caractère ni l'expérience d'Antoine Kombouaré et qui a pu faire jouer des joueurs un peu sous pression, typiquement Bastien Mepiou face à Marseille. Hudson par exemple. Hudson. Voilà. Antoine Kombouaré, lui, c'est plutôt lui qui décide. Mais l'histoire de Kombouaré avec Valdemar Kita, avec le FC Nantes, elle est hallucinante parce que c'est l'entraîneur qui te fait gagner la Coupe de France, qui, à la fin de ce match, qui est le plus marquant des 15 dernières années, met un gros taquet à son président. Il ne se parle pas pendant des mois. Donc oui, il a gardé cette indépendance-là en posant son autorité à la Genelière, sur le groupe et surtout la Genelière. Donc il s'est fait cette carapace-là. Donc c'est pas l'entraîneur de tous ceux qui se sont passés au FC Nantes qui sera le plus sous influence de Valdemar Kita, ça c'est sûr. Très bien, merci. Est-ce qu'on a une autre question, les amis? Au fond, là-bas. Arnaud, tu te téléportes tout au fond de la salle. Bonsoir, messieurs. Salut. Bonsoir. Une petite question par rapport à Antoine Kombouaré. Lors de son premier contrat au FC Nantes, il entretenait des rapports un petit peu compliqués avec le centre de formation. J'aimerais savoir, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il en est, notamment avec Franck Moreau. Stéphane Moreau, pardon. Quand on voit les résultats actuels des U19, ils sont encore en tête du championnat. On voit qu'il y a des jeunes joueurs à fort potentiel. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il a encore fermé son groupe à double tour?
Jean-Marcel. Je dirais ça s'est relativement amélioré, mais d'où on vient, on part de tellement loin que ça pouvait pas être pire. En fait, ça s'est amélioré, mais pas forcément dans la gestion, dans le temps de jeu qu'on donne aux jeunes. Ça s'est amélioré surtout dans la gestion. Ce qui est important, c'est qu'un jeune, par exemple, qui intègre le groupe pro, il ait à peu près les mêmes séances, ou en tous les cas, le centre connaisse la charge de travail qu'il fait, puisque les matchs sont décalés entre le dimanche sur la Ligue 1, s'il participe à la séance du jeudi qui va être intense, s'il doit jouer le samedi avec la réserve, il faut un moment se coordonner, donc, ou en tous les cas au moins se parler. Aujourd'hui, il y a plus de dialogue via l'adjoint Yves Bertucci. D'ailleurs, au match l'autre jour de la réserve, il y avait plusieurs adjoints d'Antoine Camboiré qui étaient présents. Donc là-dessus, ça s'est amélioré. Par contre, après, sur l'intérêt d'Antoine Camboiré par rapport au centre et sur le rapport de confiance, il n'y en a pas du tout. Ils sont dans une défiance permanente. Et il a surpris tout le monde d'ailleurs en prenant les 3 jeunes Demen Tabibou, Louis Leroux et Herba Guirassi, qui étaient les plus jeunes et qui n'étaient pas ceux qui étaient le plus attendus. En tous les cas, pas aussi vite, quoi. Et je pense que lui-même, ensuite, c'est comme s'il les avait pris en sachant qu'il n'allait pas les faire jouer, mais pour se dire, vous voyez, je prends des jeunes. Sauf que Herba Guirassi, première entrée qu'il marque. Et donc là, il a créé une attente sans le vouloir autour des jeunes. Il se retrouve un peu piégé lui-même par rapport à ça. Mais je pense qu'il n'avait pas imaginé. Et d'ailleurs, on le voit, ça c'est malheureusement avec le temps de jeu et le retour des blessés. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont même sortis du groupe en novembre-décembre. Donc c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas en tous les cas de politique clairement définie sur les jeunes. Alors que, comme vous l'avez dit, il y a une génération Youth League qui est ultra intéressante au FC Nantes. Antoine Comboiré, pour compléter, il s'en défend. Quand on lui pose la question, il y a quelques mois, en conférence de presse, il était arrivé avec, je crois, une tablette et avec des chiffres et des stats pour nous dire « Si, je fais jouer les jeunes, j'ai fait jouer un tel, 30 ans de minutes, etc. Vous ne trouvez pas ça dans les autres clubs ?» Donc il déteste, parce qu'il connaît l'ADN du FC Nantes, qu'on lui oppose cet argument-là. Mais ça n'est pas la réalité de ses relations avec le centre de formation. Moi, ce qui m'a surpris, je suis allé à la réserve samedi, alors, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais par exemple, si Louis Leroux, Herba Guirassi et Demen Tabibou comptent sur eux, on sait qu'ils n'ont pas joué contre Monaco, on les attend jouer à la réserve pour qu'ils engrangent un minimum de rythme pour jouer demain à Brest. Donc on sait déjà qu'ils ne seront pas dans le 11 type. En tous les cas, s'il y en a un, je serais surpris, il n'y en aura peut-être que 20. Si je peux juste compléter, Comboiré, on est bien d'accord qu'il ne se déplace jamais voir les matchs des jeunes quand on voit sa façon de procéder avec eux. Non, c'est Yves Bertucci qui fait le lien, qui va voir éventuellement les matchs, qui après regarde éventuellement des vidéos lorsqu'ils ont besoin sur des choses. Et lui a pu valider par contre Alors il y a les jeunes qu'on monte pour faire le nombre à l'entraînement parce qu'il manque un blessé et ça c'est ponctuel. Et puis il y a ceux qu'on veut intégrer dans le groupe. Là par contre sur toutes les séances dans l'année. Et là par contre il a son choix à dire et parfois il regarde quand même les vidéos des joueurs. Merci Jean-Marcel. On poursuit juste à côté. Bonjour déjà. Salut. Merci à tous pour votre podcast, c'est incroyable. On écoute tout le temps. Je m'appelle Vincent et d'ailleurs j'invite David à venir en tribune noire s'il veut venir avec moi. Il sentira un peu les fumigènes, je pense que ça peut Alors, faire du bien. J'explique à David. Voilà une bonne initiative. C'est à droite de la tribune présidentielle, David, la tribune noire. Je suis déjà allé. Quand il y a un petit peu de bruit, souvent c'est nous. Bref. Moi je voulais poser une question sur le nouvel adjoint Ahmed Kantari. Ouais. Qui du coup était entraîneur principal avant. Est-ce que dans l'idée de la direction, il se murmure que c'est lui qui pourrait remplacer Antoine Comboiré facilement Mais bien du conditionnel dans tout ce que tu dis. Hein, je mets full conditionnel. Est-ce que peut-être que... voilà. Est-ce que c'est une idée de la direction éventuellement? Alors moi j'ai osé poser cette question-là il y a une semaine ou deux. On m'est tombé dessus. N'importe quoi, impossible, c'est pas du tout le choix. Il y a autant de chances de voir Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes que David en tribune noire. Ah oui, donc ça peut arriver quoi. Non mais pour répondre à ta question, tu vois bien que quand on décide de changer éventuellement d'entraîneur, c'est pour prendre un nom ou pour prendre quelqu'un qui a de l'expérience, du pédigré ou qui va être bankable et qui met un joli costume quoi. Donc non, quand tu arrives à ce jour et on va utiliser le conditionnel, c'est pas le but. Et en plus, c'est normalement Antoine Comboiré qui l'a choisi. En plus, oui. Normalement, tu choisis pas un adjoint qui va. Alors ça arrive beaucoup dans le foot que l'adjoint plante un couteau dans le dos et ça mène la planche du titulaire. Mais c'est pas ça, c'est la réalité du football professionnel. Je vais être mauvaise langue, mais on n'est pas à l'abri qu'à un moment, si ça se met mal, il assure un petit intérim. Non mais Simon, à Nantes, on de trouver mieux. Non mais il faut pas oublier que là, tout ce qu'on raconte, et de toute façon, si vous nous écoutez toutes les semaines, vous le savez très bien, ce qu'on raconte, c'est aujourd'hui, ce mardi, et peut-être que ce sera l'inverse 2 jours plus tard. C'est le FC Nantes.
En tous les cas, j'y crois pas et je pense pas que ça soit dans la stratégie que ça se fait comme ça. Par contre, ce club est tellement surprenant que pour une question d'opportunité, un jour, comme l'a dit Simon, il peut se retrouver sur un banc et faire un intérim à 3 matchs de la fin, n'ayant pas de solution pour créer un électrochoc et n'ayant pas de solution extérieure, on ne sait jamais. Ziani et Courbis n'étant pas disponibles. Faut jamais dire jamais ici. Hein. C'est possible. Dans l'exemple, mais c'est pas le projet. Franchement, c'est pas le projet. Dans l'exemple, il y avait eu Will Steele à Reims, qui était adjoint, je crois que même pas, il était à l'équipe première et qui avait pris le poste comme ça. Oui, mais ça arrive souvent. Tu as eu Julien Stéphan qui était adjoint de Gourcuff à Rennes. Ouais, ça arrive. Mais... Non, c'est vraiment pas prévu. Puis en plus, c'est vraiment Camboire qui lui fait venir. Puisqu'il l'a entraîné à Paris, à Lens. Donc non, c'est pas du tout. Je pense que c'était Valenciennes, ouais. S'il se passe des choses dans 3 semaines, on va mettre enfin voilà, s'il est conditionnel, je pense qu'ils iront chercher ailleurs. Mais il faut peut-être qu'on s'excuse tous auprès d'Antoine Camboire pour tout ce qu'on vient de dire. C'est bon. Désolé Antoine. Autre question, à ta gauche, de l'autre côté Arnaud là-bas. Ah oui, il y a du monde, On est content d'ailleurs que vous soyez aussi nombreux, c'est génial de vivre ça ensemble. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on t'entend. Bon. Bonsoir, Damien, j'habite Nantes. Je voulais juste vous remercier déjà pour le magnifique podcast que vous aviez consacré à Emiliano Sala. Merci. Donc, désolé pour la personne qui avait pris la parole avant, mais moi, j'aime pas Kita. Je vais vous poser une question très simple. Je suis étonné qu'elle n'ait pas été posée avant. Avez-vous des nouvelles concernant la vente du club ? Et ma sous-question, c'est peut-être la partie qui m'intéresse le plus. Surtout, moi je pense que la vente du club, c'est pas une finalité en soi, c'est à qui il sera vendu. On parle beaucoup du collectif nantais qui travaille en sous-main, etc. Mais avez-vous des infos Est-ce que vous savez quel type d'acteurs peuvent s'intéresser à Nantes ? Est-ce qu'on parle beaucoup, en ces temps-ci, on parle beaucoup de multipropriété, de fonds d'investissement, etc. Mais est-ce qu'il y aurait une piste crédible pour le rachat du FC Nantes ? Voilà. Alors, collectif nantais. Le collectif nantais, ça bosse. Ça continue de bosser, mais vous avez bien vu que pour l'instant, il ne s'est rien passé. Je pense que c'est compliqué de trouver des investisseurs dans le foot moderne. À titre perso, mais après chacun va donner son avis, le foot est en train d'évoluer, ça coûte très cher. De plus en plus, les droits télé ont baissé, donc c'est beaucoup moins bankable pour les investisseurs étrangers notamment. Donc je pense que c'est compliqué maintenant de vendre le FC Nantes. Pour le coup, ça l'aurait été un peu moins il y a 2 ou 3 ans. C'était pas la volonté première d'Equita. Voilà, j'ai pas d'infos récentes sur le sujet. Alors on m'a encore dit début janvier, si, c'est en train de bouger. Franck Kita serait en contact avec, etc. Bon, ça revient souvent, mais j'ai rien de béton à te servir sur le sujet. Il faut bien se rendre compte quand même que, en fait, c'est tout le paradoxe nantais, c'est que le modèle actuel du FC Nantes avec un président propriétaire et un club familial, c'est un peu quelque part les valeurs du foot qu'on défend il y a des années. Le problème, c'est la personnalité de Valdemar Kita. Mais pour avoir fait des sujets sur, par exemple, ce qui se passe à Strasbourg, qui appartient aujourd'hui au groupe Bluebird de à Chelsea. Il y a Bluebird. Voilà, c'est Chelsea. En fait, c'est pas ce qu'on veut à Nantes. Et on est allé à Strasbourg avec Jean-Marcel. Les supporters sont vent debout contre ça. Et en fait, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le modèle Valdemar Kita, président propriétaire, c'est une exception dans le foot français et on devrait s'en réjouir. Le problème, c'est que, vous le savez bien, la personnalité de Valdemar Kita. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, un propriétaire comme ça, investir seul dans un club de foot, ça n'existe plus. Il faut qu'il soit, à part Pinot, parce qu'il est milliardaire, mais sinon, c'est beaucoup des fonds d'investissement ou des personnes type Lopez qui vont miser l'argent des autres. Moi, comme je suis un éternel optimiste, je me dis que la boule spéculative, en tous les cas, autour du foot, elle est en train un peu d'exploser. On l'a vu avec les droits télé où on a été très haut, on a tout espéré, mais sans rendre, et qu'aujourd'hui, en France, les droits télé, ça vaut pas grand-chose. Si Dazen s'effondre, on peut imaginer que les clubs vont s'effondrer. On n'est pas à l'abri. On ne sait pas un club comme Montpellier ou Angers, comment ils vont terminer la saison, par exemple. Si ça doit perdurer avec, en plus, un marché des transferts qui est devenu quand même plus atone, notamment les Anglais, ils font un peu plus attention à ce qu'ils font, l'Arabie Saoudite fait aussi attention à ce qu'elle fait. On n'est pas à l'abri qu'il y a, en tous les cas, un gel de la manne financière qui tourne autour du foot, avec un effondrement de certains clubs, et c'est là, en tous les cas, où il peut y avoir des opportunités de marché pour reprendre ces clubs-là, parce qu'effectivement, pour en avoir discuté avec un acteur économique, pour ne pas le citer, Luc Dayan, qui a été aussi sur des reprises de clubs, me dit qu'aujourd'hui, reprendre un club, lui, il ne sait plus faire au regard des sommes qui sont demandées dans le foot. C'est-à-dire qu'on doit rentrer
il y a déjà à peu près entre 40 et 60 millions d'euros à boucher. Il y en a à peu près à réinjecter, à revendre pour le propriétaire qui vend. Et il faut réinjecter derrière en transfert. Donc en gros, il faut arriver avec une manne de 150 millions. Donc c'est énorme. Et on regarde, il n'y a que des clubs État ou que des fonds d'investissement ou de la multipropriété aujourd'hui qui partent. Sauf si demain, on a un ralentissement du marché et on revient à des choses un peu plus raisonnables qui peuvent permettre peut-être à des familles. On a par exemple la LVMH qui est en train de revenir via la famille Arnaud au Paris FC. Voilà, c'est aussi un signal qu'on n'avait pas vu longtemps dans le foot français, depuis peut-être Pinot. Moi aussi, je suis un éternel optimiste, comme Jean-Marcel. Et là où Valdemar Kita était peut-être sourd ou réticent à étudier des propositions, je pense qu'il l'est vraiment moins aujourd'hui. En tout cas, il regarde. Et on est tous d'accord, on souhaite un projet vertueux pour ce club, quel qu'il soit. Alors si ça vient du collectif nantais, tant mieux, parce que en termes de projet, il coche quand même énormément de cases. Mais on est tous d'accord pour souhaiter un changement radical. Alors, en tout cas, je dis on est tous d'accord. Non, on n'est pas tous d'accord d'ailleurs. Je vais rebondir sur ce que dit Loïc. Valdemar Kita, on en a encore parlé il y a quelques heures. Il est très clairement lassé par le club. Il ne prend plus aucun plaisir. S'il y a une offre convenable dans les mois à venir, j'ai la conviction qu'il sera à l'écoute. Par contre, bon courage pour celui qui va négocier avec lui, parce que ça sera très très compliqué. Mais pour moi, c'est pas qu'une question de lassitude, c'est une question aussi de ce qu'il peut, parce qu'il était lassé il y a 2 ans, si on l'a dit. Mais en fait, ce qui est différent, c'est qu'aujourd'hui, le foot, il n'est pas sûr déjà de rentrer dans l'investissement, et il n'est pas sûr que demain, le foot va rapporter. Les droits télé sont en chute libre, le marché des transferts est aussi en chute libre, et lui-même s'inquiète de la valeur de marchande de ses joueurs. Il n'a pas vendu un joueur au mercato de son 11 de départ l'été dernier. Donc forcément, il est plus sur les années où il avait un Blas, un Randal Colomani, non, il ne l'a pas vendu. C'est un mauvais exemple. Non, c'est un gros raté celui-là. C'est un gros raté, ouais. Mais il n'a pas un joueur à 15 millions d'euros dans son effectif, à part Nathan Zézé qui vient du centre. Donc c'est tout. Mais donc il voit bien aussi que le foot, aujourd'hui, demain, c'est plus une machine à perdre de l'argent qu'une machine à en gagner, si ce n'est avoir les reins suffisamment solides pour passer la crise. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait envie de se taper 4 années de crise et d'éponger comme il le fait là actuellement. Par rapport à sa fortune, Valdemar Kita, le FC Nantes a longtemps été un jouet, un petit kiff du week-end. Ça permettait de jouer un peu au mercato. On avait des émotions qu'on ne trouvait pas ailleurs dans le monde de l'entreprise. Chaque week-end, des émotions du sport, du foot qu'on vit tous. Et ça fonctionnait bien. On s'est souvent demandé s'il perdait de l'argent véritablement ou s'il en gagnait autrement. Nos confrères de Mediacité avaient fait une enquête. Ils essayaient de montrer ce qui remontait à Flava via la Belgique. Je n'ai pas la réponse à ça. Ce que je sais, c'est que depuis 6 mois, en tout cas depuis la chute des droits télé, là, il perd de l'argent chaque mois. Il doit remettre de l'argent au pot chaque mois. Et donc, il se trouve dans une situation... 50 millions d'euros pour cette saison, quand même. Oui, on est entre 40 et 50 millions d'euros, selon ce qu'on nous a dit. Donc, concrètement, là, c'est à perte. Alors, s'il prend moins de kiff, moins d'émotion sur le terrain et qu'il perd de l'argent à côté, la fortune familiale baisse un petit peu. Et au niveau familial, mais on en a parlé la semaine dernière, David, c'est toi qui parlais de Chantal Kita, me semble-t-il, est en train de lui tirer un petit peu la manche pour qu'il arrête de perdre de l'argent dans le football. Oui, après, il ne faut pas oublier que malheureusement, je pense que ceux qui investissent aujourd'hui dans le foot, ce sont essentiellement les fonds d'investissement. Donc en fait, je ne défends surtout pas Kita, mais qu'est-ce qu'on perdrait et surtout qu'est-ce qu'on aurait à la place? Parce qu'un fonds d'investissement, on voit ce qui peut se passer ailleurs. C'est là qu'on n'est pas toujours d'accord, parce que je pense qu'on a essayé. Kita, on a vu. Donc moi, je suis preneur pour essayer autre chose malgré tout. Si tu veux appartenir à Manchester City, faire partie du City Group ou voilà. Je ne sais pas si c'est le seul choix, Pab, en l'occurrence. Mais justement, Loïc parlait l'investissement, c'est pas forcément la multi-propriété. Non, pas forcément. Mais le problème, c'est que dans ceux qui investissent, il y en a quand même beaucoup comme ça. Loïc parle très bien de cercles, de projets vertueux. On vise tout ça. Tu as parlé, toi, au PFC, évidemment, de la famille Arnaud qui investit. Évidemment, si tu as un milliardaire qui arrive avec un projet structuré qui veut faire grandir le club, banco, quoi. Mais il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui viennent pour faire du pognon. Voilà. Tout à l'heure, je disais en rigolant, bon courage à celui qui va négocier avec Kita peut-être dans quelques mois. On me racontait une anecdote lorsque Kita a négocié avec Christophe Chabot il y a quelques années, l'ancien maire de Bretignolles, président de La Roche-Vendée Football, je parle de la Vendée comme ça. Ils avaient convenu tous les deux, Chabot et Kita, d'un prix pour le club. Kita, je caricature un peu, Kita va pisser. 10 minutes après, c'était le double. Voilà. Et ça, on me l'a raconté, c'est Chabot qui l'explique maintenant. C'est très, très compliqué de négocier avec Valdemar Kita.
Je préfère que tu parles de petite commission dans le cas de Valdemar. Quand il va aux toilettes, bien sûr. Il n'y a pas de double sens. Est-ce que vous avez une autre question? Ouais, Arnaud. Pardon, je voulais juste préciser. En fait, ma question elle venait du fait qu'on sait qu'Ita il a remis 35 millions au pot, je crois, cette année. Et en fait, on a un peu le sentiment que il a vraiment peur de la descente, c'est ce que vous dites. Et en fait, ça donne vraiment l'image. J'ai remis 35 millions au pot. Je fais tout ce que je peux pour garder le club en Ligue 1 et le vendre. On a vraiment l'impression qu'il essaye d'avoir quelque chose de vendable. Mais tous les ans, c'est la panique. Tous les ans, ça change de coach. C'est la même histoire quand même qui se reproduit. Le petit coup de flip de fin de saison et ça finira mal, on le sait. Financièrement, c'est une catastrophe pour l'Équita que le club descende, ça c'est sûr. Il y aura une grosse perte de valeur. On t'écoute. Bonsoir. Salut. Ma question va faire écho à la nouvelle arrivée d'Ahmed Kantari en tant qu'adjoint d'Antoine Comboiré. On a tous vu que là, sur les fêtes de fin d'année, il était vraiment à 2 doigts de se faire évincer de son poste. J'aurais aimé avoir votre avis sur la situation. Est-ce que c'est juste un fusible qui a 2 doigts de sauter? La direction peut appuyer sur le bouton à tout moment? Ou est-ce que, selon eux, c'est l'homme vraiment qui est idoine pour finir la situation, finir la saison, quelle que soit la situation? Alors, ce qui est sûr, c'est que Antoine Comboiré n'a pas un blanc-seing jusqu'à la fin de la saison, c'est une certitude. Si tu veux remonter les dernières semaines... On l'a très bien expliqué en longueur la semaine dernière. On l'a dit en longueur, mais tu as sûrement écouté le podcast. Mais en gros, il était très menacé après Le Havre. Il y avait la série que tu connais, Paris-Rennes. Tu prends un point à Paris, donc tu dis bon, pas mal à confirmer contre Rennes. Contre Rennes, tu gagnes sur un exploit de Moses Simon et tu as un but refusé à la dernière minute pour le VAR. Là, on a tous à ce moment-là des échos du club pour dire c'est bon, Antoine Comboiré. Mais non. Si Conceição dit oui à ce moment-là, oui, il est dehors Comboiré. Alors t'as le fantasme Conceição qui t'a maintenu un truc comme un rêve pendant tout ce temps. Donc il est conforté dans la mesure où Conceição répond pas. Il est conforté, voilà, parce que Conceição c'était une opportunité à surtout pas rater. Mais on va même plus loin que ça, c'est que tu prends la défaite à Brest qui a précipité cette semaine-là de dingue, et je fais court. Si tu perds 3-1 encore, c'est déjà trop long. Non mais si tu perds 3-1, Antoine Comboiré il est maintenu. Et donc tu as une direction qui se dit au 4e but, bon, t'es mené 2-1, tu pousses pour revenir à 2-2, tu prends le 3e en compte, bon, t'as fait un bon match. Sauf qu'au 4e but, là c'est scandaleux et du coup Antoine Comboiré saute. Donc on en est là. Derrière tu fais des bons résultats à Lille et contre Monaco. Pour l'instant, en plus, t'as changé dans le staff. Est-ce qu'il va finir la saison? C'est ça qu'on te demande. Bah non, il ne demande pas si. Mais non, mais on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a pas un blanc-seing jusqu'à la fin de la saison. Ça, c'est une certitude. On est à Nantes. Par défaut. Et on sait qu'il a été reçu par la direction et qu'il a convaincu. Voilà. Est-ce que c'est vraiment est-ce qu'il a convaincu juste de façade ou est-ce que vraiment la direction? Voilà, on sait que c'est un peu par défaut qu'il a. Je crois que la direction est capable de s'auto-convaincre de choses qu'elle ne voyait pas une semaine avant, et parce que la situation, n'ayant pas trouvé une solution au problème qu'elle avait elle-même posé, l'arrange dans tous les cas de s'auto-convaincre à ce moment-là. Et il ne faut pas oublier que le fait d'avoir changé une partie du staff, d'avoir recruté deux adjoints, Lopez notamment, d'avoir recruté Lopez, d'avoir fait venir un entraîneur des gardiens et Kantari comme adjoint, pour eux, ils se disent que c'est un investissement et que c'est pas pour changer la semaine prochaine. Après, si tu prends 4-0 à Saint-Etienne ce week-end, on te racontera peut-être la semaine prochaine autre chose la semaine prochaine. On est le 14 janvier, voilà. Et le 16, on dira peut-être autre chose. Voilà. Si tu prends une ou deux roustes, que tu perds 3 ou 4 matchs, pour la direction, de toute façon, ce qu'il faut au club, c'est gagner des matchs. C'est la réalité du monde pro et encore plus la réalité du FC Nantes. On est soumis aux résultats en permanence à Nantes, ça fonctionne comme ça. C'est la gouvernance d'Equita depuis toujours. Donc on n'a pas de réponse à te donner plus précise maintenant parce qu'on ne sait pas nous-mêmes et je pense qu'eux-mêmes ne savent pas. Pas oublier que Comboiré, c'est une victoire sur les 13 ou 14 derniers matchs. Oui, mais une victoire sur les 5 derniers matchs et 2 nuls. Oui. Il tourne à peine à un point de moyenne depuis qu'il est revenu par match. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir messieurs. À mon tour, je vous remercie pour ce podcast, c'est super, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, donc je pense qu'on est tous ravis d'être là ce soir. Ouais, on en fera d'autres, ça donne envie en tout cas. Super, c'est noté. On a parlé un peu des arrivées sur ce mercato. Est-ce qu'il y a des choses à dire au niveau des départs potentiellement sur des joueurs pour qui la porte est ouverte? Est-ce qu'il y a des petites pistes, des infos croustillantes à nous partager? Alors sur la question des départs, on va toujours se heurter au montant proposé.
Parce que Mostafa Mohamed, il n'est pas à vendre potentiellement. Mais Mostafa Mohamed, s'il y a un gros chèque qui est proposé, dans le contexte économique actuel, il peut partir. On est toujours soumis à ça. Après, les deux dossiers, c'est Lafont et 111, notamment, qui ont été écartés par Antoine Comboiré et qui réintégreront l'effectif pro si jamais il ne trouve pas preneur d'ici le 3 février. C'est comme cet été, pour l'instant, il ne se passe rien pour ces joueurs. Tous ces joueurs, finalement, la porte était ouverte pour eux l'été dernier, il n'y a quasiment rien eu. Donc Lafont, pour l'instant, il n'y a rien du tout. 111 non plus, Gebama non plus, Mollet non plus. Donc voilà, pour l'instant, c'est très compliqué sur ces dossiers. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, attendons les 4-5 derniers jours du mercato. D'ailleurs qui va jusqu'au 3 février cette année. Le panic buy des derniers jours où on a absolument besoin d'un joueur et son pédigré importe peu dans certains clubs. Juste sur Alban Lafont, j'ai posé la question à Antoine Comboiré en conférence de presse avant le match de Coupe de France en début de semaine. On parlait du mercato, je lui ai dit mais il est possible qu'en fait Alban Lafont se retrouve à devoir réintégrer le groupe pro à la fin du mercato et à s'entraîner avec Anthony Lopez. Et c'est une possibilité ça. Alors il s'est un peu énervé en disant t'es négatif, on va lui trouver une porte de sortie, mais aujourd'hui à Nantes c'est une vraie possibilité. En même temps, quel club peut avoir envie de prendre Lafont ? Là, actuellement, c'est quand même... Je crois qu'il est dans le bar pour t'en parler justement, David. On donne le micro à Alban. Non, mais c'est compliqué. Mais oui, ce sont que des joueurs, ceux que tu as cités, qui sont en difficulté sportive, donc qui ne donnent pas trop envie et qui ont l'étiquette de loser au fil des mois avec les performances. Ils sont en difficulté sportive chez le 16e de Ligue 1. C'est pas comme si tu es en difficulté à Nice ou je ne sais pas, à Lille par exemple. Ou à Saint-Etienne. Question suivante, les amis. Merci Simon. Je m'appelle Adrien, je suis supporter du FC Nantes depuis 1993. Merci beaucoup pour le podcast, j'écoute toutes les semaines, je suis un peu comme une groupie. T'as quand même connu les belles saisons du coup. Ouais. 93, pas mal. C'est d'autant plus difficile aujourd'hui. Alors tout à l'heure, je voulais poser une question à propos du rachat. Je me disais, le club est un peu en ruine. On fait un podcast au Ruine Bar. Quand est-ce que vous faites un podcast au Rachat Bar parce qu'on est un peu impatient. Non, mais je voulais surtout passer un peu un message. En fait, je me suis moi-même retrouvé dans la spirale à dire, un peu comme tu dis Simon, ça fait 17 ans que les Kita sont là, on en a marre, on a envie de voir autre chose. Et je me suis un peu enfermé dans l'idée de me dire, je veux que les Kita vendent et s'en aillent. Et j'invite un peu tout le monde à réfléchir à ce qu'on souhaite en fait, pour l'avenir du FC Nantes. Et finalement, ce que je veux vraiment, c'est pas que les Kita s'en aillent. Ce que je veux, c'est un projet vertueux pour le FC Nantes. Je veux qu'on reparle de foot, je veux qu'on reparle de sportif. Et je pense que c'est ça qu'il faut souhaiter parce que, je sais plus, je crois que c'est Loïc qui a cité tout à l'heure Reynald Denouex qui disait le pire peut encore nous surprendre. Même le pire est incertain. Ouais, voilà. En fait, c'est triste à dire, mais ça pourrait être encore pire que les Kita. Enfin, faut avoir ça en tête aussi, je pense. Faut quand même avoir beaucoup d'imagination. Non mais, regarde Lopez, pas Anthony, hein, mais franchement, voilà. Donc après, ça fait des super podcasts. Hein. Non, mais ça, c'est philosophique, c'est un regard sur la vie. Si tu veux passer toute ta vie à dire ça pourrait être encore pire, c'est ton choix et c'est le choix de certains. Moi, je pense qu'on peut encore monter un projet club. Quand Dassault était propriétaire du club, il me semble qu'à l'époque... je l'ai peu connu, j'étais pas journaliste, mais il me semble que les journalistes disaient on peut pas faire pire que Dassault. Oui. Et finalement, David. Ah oui, c'est pire. Non, mais on peut toujours trouver pire. Oui. Voilà. Ce qu'on peut mais dire sur le projet vertueux, bien sûr, le centre de formation, ce qu'a raconté Jean-Marcel tout à l'heure, une harmonie avec des jeunes qu'on fait progresser et que chacun d'entre nous, pour ceux qui ont connu les belles années, on sera patient à les voir évoluer. On aura peut-être plus de plaisir et de fierté à voir des gamins d'Orvaux Sport ou de Gétigné et évoluer au sein de l'équipe nantaise plutôt que ce qu'on vit avec des mercatos et des joueurs qui changent tous les 6 mois. On peut quand même espérer ça. Ouais, un propriétaire qui s'accroche pas, quoi. Parce que là, il s'accroche un peu, je trouve. Merci à tous. Est-ce que vous avez une autre question ? Oui, bonjour Raphaël, donc déjà merci, comme tout le monde je vous remercie de nous faire partager votre thérapie de groupe en groupe. Moi j'ai une question qui concerne surtout l'effectif et surtout le staff. Je remarque effectivement au-delà de ne pas voir de belles séquences de jeu, à part qu'on en a vu quelques-unes quand même contre Monaco. Ça nous a rappelé un petit peu Aristouille. Il y a eu quand même quelques belles petites séquences, mais au-delà de ça, on remarque que les mots quand même se situent au niveau du mental. On a
On a un Lafont sous Exomil, on a des joueurs qui sont au fond du trou, du Chirivella qui... il n'est pas là, on le voit pas, mais parce qu'il n'est pas à 100% les 3/4 du temps. Donc un Chirivella qui est à 100%, il est intéressant, mais un Chirivella qui est à 50%, bon, c'est un Castelletto devant la défense. Et donc du coup, ma vraie question, c'est est-ce qu'on a un préparateur mental au FC Nantes ? Et si oui ou non, est-ce que par exemple, au regard des autres clubs de Ligue 1, est-ce qu'il y a des préparateurs mentaux dans les autres clubs ? Est-ce qu'on est le seul à pas en avoir ? Est-ce que voilà. Il y en a un, il s'appelle Antoine Comboiré. Il est dans le champ lexical du langage guerrier en permanence. Et on a entendu Le Penant en parler. Si on est des guerriers, on va s'en sortir. Donc voilà, c'est la méthode Comboiré. Il y avait une préparatrice mentale, je crois. Tu avais une psychologue. Une psychologue, mais je crois qu'elle n'intervient plus. Non. En fait, pour Alban Lafont quand même. Non, mais il y avait une psychologue. Ouais, en fait, ça fait partie des restrictions budgétaires, notamment du fait de la baisse des droits télé. Elle fait partie des personnes dont le contrat n'a pas été renouvelé. Ouais. Et pour répondre à ta question, oui, il y a des clubs de Ligue 1 qui ont recours à un préparateur mental. Brest notamment, je ne sais pas si c'est toujours le cas, et Nice avait Thomas Samut, qui est le préparateur mental de Léon Marchand, par exemple. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est Mais ce sont des missions ponctuelles. Ouais, c'est une vraie question et c'est un vrai souci aujourd'hui. Enfin, un vrai souci. En tout cas, c'est un vrai questionnement que je trouve qui est pas pris, qui est trop pris à la légère par les clubs. C'est sur la prise en charge mentale des joueurs. Et même au-delà mentale, c'est la charge mentale et tout ce qui peut en découler sur les joueurs. On a eu quand même sur l'actualité des joueurs qui ont dérapé, qui ont connu des burn-out. Pour les coachs d'une certaine génération, je pense qu'ils sont encore assez frileux à avoir quelqu'un qui vient dans leur staff, qui pourrait jouer éventuellement le rôle d'un gourou que eux-mêmes et donc perdent un peu, en tout cas se faire déposséder d'une forme de pouvoir qu'ils ont et donc rentrer aussi dans leur mode de fonctionnement, leur rapport aux joueurs, ce qu'ils peuvent instaurer en termes de rigidité parfois. Et en même temps, c'est une vraie question. On le voit, ça arrive plus aujourd'hui, je trouve, dans la prise en charge des jeunes, les centres de formation. Dans certains staffs des gros clubs, en tous les cas des clubs européens, c'est pris en compte. Et il y a plusieurs internationaux, en tous les cas, en équipe de France qui le demandent. Mais par exemple, ça a été une vraie question qu'on a posée chez les Bleus. C'est pas quelque chose qui est au sein de la Fédé qui a été mis en place, par exemple. Par contre, les joueurs font appel individuellement, eux, parce qu'ils en ont aussi, ils ont des staffs, ils en ont les moyens d'avoir leur propre staff. C'est un vrai préparateur mental, parce que je pense que ça sera une donnée, notamment, on le voit dans les sports individuels comme l'athlète, des choses comme ça, et ça sera une donnée dans le foot demain. C'est chez les féminines. Très importante. En fait, tu parlais tout à l'heure de Samut, le préparateur qui est nantais, de Léon Marchand. En fait, il intervient chez les féminines, dans l'équipe de France féminine depuis le nouveau staff là. Et en fait, il avait donné une interview, j'avais lu un article sur lui où il disait qu'en fait, c'était compliqué aussi d'intervenir, comme disait Jean-Marcel, d'intervenir dans un staff parce qu'on le regarde un peu comme quelqu'un d'extérieur qui va venir un peu perturber le travail au quotidien du staff. Après, j'ai juste une réflexion personnelle sur le côté mental, je trouve, d'une équipe. Je suis souvent épaté de voir à quel point une équipe est capable, avec les mêmes joueurs, parfois le même coach, et on le voit à Nantes sur les dernières semaines, à parfois monter le curseur en agressivité, monter le curseur en solidarité. On a vu une équipe face au Havre qui était complètement perdue et qui a gagné à Paris, qui a gagné qui a pris un point, mais qui a gagné en solidarité avec les mêmes joueurs, exactement le même staff. Et en fait, ça arrive. Et on l'a vu à Angers, qui était complètement paumé et qui, sur des principes de jeu simples, gagne des matchs. Et Saint-Etienne qui remonte aussi, en changeant de coach, mais parfois avec le même effectif, tu as une équipe qui remonte. Mais d'ailleurs, on le voit avec Lopez, on est tous contents qu'il soit arrivé parce qu'il a le mental. On a un capitaine, Castelletto, qui a arrêté parce que lui préférait être dans son coin. On a un Chirivella qui est capitaine mais qui est usé, qui a plus le mental. Donc effectivement, je pense que c'est un effectif qui a du potentiel, mais qui a juste personne pour le monter à son plus haut niveau. Mais à Nantes, c'est un effectif qui a peu bougé aussi. On en a parlé plein de fois. Mais tu parles de Chirivella, de Castelletto, tout ça, c'est des joueurs qui voulaient partir. Et le coach l'a dit, les coachs. Plusieurs coachs l'ont dit, il faut réoxygéner le groupe et en fait ça n'a pas été le cas à Nantes et c'est le problème aujourd'hui. Et d'ailleurs, je finis juste là-dessus, mais les deux personnes qui vont revenir, du coup, s'ils ne sont pas vendus, Lafont et 111, pas de préparateur mental derrière, je ne sais pas dans quel état ils vont revenir, mais voilà, et ça peut être une épine dans le pied à la reprise. Le mental est déterminant dans le sport de haut niveau, on vient de le dire. Et dans le podcast aussi, on voit que David, mentalement, parfois, il est un peu en dessous. J'aimerais bien qu'on parle aussi un petit peu plus de jeu, comme tu l'as dit. Et quand tu as un projet sur la durée de jeu et que tout le monde en est convaincu, tu n'es pas à la merci en termes de confiance d'une victoire ou d'une défaite parce que tu te projettes plus loin. Mais ça, il faut construire dans la durée pour ça. Et à Nantes, c'est un petit peu le souci ces dernières années. On a explosé le temps habituel du podcast. On va prendre une dernière question parce que ça va faire 1h30
ensemble, les amis. Une question rapide. Arnaud. Ouais, bonsoir Maxime, supporter du FC Nantes depuis les années 80. D'abord, merci pour votre professionnalisme. C'est beau. Merci à vue. Merci à vue. C'est bien normal. Je voulais juste savoir, et c'est une question qui vous concerne vous, en fait, quel plaisir finalement vous prenez à exercer votre métier aujourd'hui, à suivre, parce que derrière ce micro, il y a un cœur qui bat, il y a une âme de supporter, je pense, j'imagine. Comment vous arrivez au-delà du jeu au rabais, des émotions discount qu'on peut avoir, et très chronophage, comment vous arrivez simplement, vous, à nous... Déjà, merci, mais à prendre du plaisir à suivre le club qu'on aime. C'est vraiment la psychothérapie collective. Ouais, non, mais je trouve que c'est bien de terminer sur cette question-là. C'est parfait. Pour rien vous cacher, moi, après la sortie de l'Euro, j'ai eu quelques difficultés à me passionner pour le foot. Mais là, c'était pas lié au FC Nantes. Je trouvais que les problèmes... Ta vie personnelle, Jean-Marcel, a rien à faire ici. Non, mais je trouvais que les problèmes de droits télé qu'on avait, et notamment la gestion de la Ligue de cette donnée-là, dans le contexte économique et politique dans lequel se trouvait la France, c'était complètement déconnecté, avec des comportements de président, mais qui étaient complètement hors sol. Ouais. Et en plus, il y avait les jeux, où il y a eu un souffle un peu euphorique des jeux, quelque chose qui était très intéressant à suivre, mais qui était très loin du foot. Et moi, j'ai eu un peu de mal, mais je ne suis pas le seul, pour tout vous dire, à se reconnecter au foot. D'ailleurs, je vois moins de matchs à la télé depuis qu'il y a DAZN. Et par contre, c'est vrai que le fait d'aller dans le stade, et notamment à la Beaujoire, il se passe toujours quelque chose. Il y a quand même une ambiance. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'est pas les seuls, nous, en termes suiveurs. Et d'ailleurs, le FC Nantes en a pris conscience. C'est qu'il y a une partie du public aujourd'hui qui vient aussi parce qu'il se retrouve à la Beaujoire. Et parce qu'il vient pour autre chose que du match. Et heureusement d'ailleurs, parce que si avec le match, je pense qu'on ne serait pas nombreux à être au stade. Pour aller dans le sens de ce que vient de dire Jean-Marcel, le magnifique tifo de la Tribune Noire il est temps que ça se termine, là. Cette semaine résume bien les choses, parce que tu sembles avoir un peu à la fois de l'amour et du dégoût pour ce qui est ton FC Nantes, le football français aussi, ce qu'en a fait la Brune aussi, donc le tifo résumait bien ça. Et après, on l'a déjà dit plusieurs fois dans l'émission, on est un petit peu schizophrène, mais comme toi, comme vous, comme on l'est tous, entre cette passion qu'on a et puis ce qu'on vit au quotidien à suivre le club. Oui, puis on aime le foot, on aime le foot, comme dit Jean-Marcel, on aime aller au stade, on aime raconter des bêtises entre nous, on se marre à faire le podcast, on fait quand même un métier sympa. Et t'es rémunéré en plus, toi. Et je suis payé pour faire ça en plus. Et bien payé. Bien payé. Non, je travaille après social. Après, je sais pas si t'as vu. Mais on prend quand même beaucoup de plaisir à faire ça, et voilà, on trouve toujours du plaisir même dans les situations. Moi, je me dis pas toujours. Non, pas toujours. Moi, je trouve qu'on a mangé vraiment notre pain blanc. Il y a un auditeur tout à l'heure qui disait, moi, j'ai commencé à suivre le FC Nantes en 93, je crois. 93. Donc, moi, j'ai commencé à suivre le FC Nantes aussi à cette période-là. J'ai connu Coco Suodo, Reynald Nouex, des gens avec lesquels on pouvait échanger. On avait la chance, le privilège vraiment d'assister quotidiennement aux entraînements, de voir ce que les joueurs travaillaient. On ne comprenait pas toujours. Les supporters aussi, oui. Surtout quand c'était Jean-Claude Suodo. Aux entraînements. Les supporters étaient là sur la butte. Là, et ça donnait des résultats sur le terrain en plus. Et le club s'est progressivement recroquevillé, refermé sur lui-même et donne vraiment moins envie de le suivre. Alors après, c'est notre métier, je veux dire, on le fait, pas de souci. Mais à une époque, on prenait vraiment du plaisir et c'était enrichissant. C'est plus le cas aujourd'hui. Alors moi, j'ai pas connu ça. Je suis le club depuis 2005, ça va faire 20 ans. D'abord pour 20 minutes et ensuite Ouest France. 100% chat noir quand même, 2005. 2005. Moi, je me dis quand même que j'ai la chance de suivre un club pas comme les autres. Voilà. Je trouve qu'il se passe toujours des trucs. C'est aussi pour ça qu'on a un podcast qui est aussi animé toutes les semaines. Mais il y a quelques semaines, pour être franc, au mois de décembre, il y a eu une vraie lassitude. Je me suis dit, c'est pas possible. Après le match du Havre notamment, je me suis dit, ça y est, c'est reparti. Encore une fois, on parle un changement de coach. Ouais, mais on ne parle plus de foot, on parle pas de jeu, ni de jeu. C'est ce que disait Simon tout à l'heure. C'est quand même un club qui est réputé pour son jeu, pour le football, pour l'intelligence, pour plein de choses. Le collectif avant tout, et on ne parle plus de ça, ou très peu aujourd'hui. Moi, je t'ai quand même entendu faire 20 minutes sur Jean-Kévin Duverne en aparté. Je kiffe. Ça sent le football. Dribble pour partir en touche directement, c'est super. Quand même. Moi, je me fais toujours avoir, Maxime, par le stade.
Parce que le foot, ça se vit dans les stades. Et être dans ce stade, c'est quand même exceptionnel. Ça y est, c'est parti. Donc à chaque fois, c'est ce qui me remet sur les rails quand je commence à bouder le jeu proposé par les Canaries. Et puis les spectacles pyrotechniques, tout ça, non? Et la pyrotechnie, c'est magnifique. Injustement sanctionné. Exactement. On va passer aux remerciements. Merci déjà à toutes et à tous d'être venus partager votre passion jaune et verte en bravant le froid. Vous êtes restés 1h30, c'est quand même énorme. Merci à Sophie et à toute l'équipe du Ruin Bar. Merci à Jean-Pierre Lebotte pour l'accueil royal. N'hésitez pas d'ailleurs à aller manger un morceau à la Lucciola, à la prison, c'est place du Bouffet, juste à côté également. Merci à Laurent Marambeau de la marque Streetwear NH8 pour son soutien au fil des années. Merci à la com de nos médias. Emma, Michel, Yuen, Marine, Jessica et Bruno, Virginie également. À l'équipe technique, Peter, tu as été exceptionnel, Peter. Arnaud Agoyer qui est là-bas parmi vous pour la qualité de son accompagnement, toujours aussi précieux, notre directeur d'antenne à It West, je ne le vois pas. À notre conseillère musicale, si souvent décriée, Hélène Hamon. Il y a des fans là. Il y a des fans. Hélène est là jusqu'à 23h30 au Ruin Bar, si vous voulez échanger avec elle. Merci évidemment à Valdemar, il se reconnaîtra. Ils sont si nombreux en Asie qu'on ne sait pas auxquels on s'adresse. Salut. Par contre, je connais un Arnaud qui nous écoute à Wuhan, en Chine. Très bien, et on le salue. On le salue. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'expats qui écoutent et qui nous envoient des messages. Et apparemment, il y a pas mal de Kita en Asie. Il y a beaucoup de Kita en Asie, c'est ce que je disais. Et tous les auditeurs en Vendée aussi, je les salue. D'accord, merci David, merci Jean-Marcel, Pab, Loïc et David. Salut à tous et on se retrouve chaque mardi à 17h, vous en avez l'habitude. Salut. Tout le monde.